Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à l'Eros Café et je démarre mon enregistreur ici aussi. Ça va venir, on coupera au montage. Hein. Voilà. Voilà, on va baisser la musique et on va pouvoir parler un petit peu pour que je vous explique comment va se dérouler l'Eros Café. Donc c'est un peu différent ce soir parce qu'on accueille donc comme vous le voyez, toute l'équipe de Pulsion, donc Solène, bonsoir, Sébastien et Chloé. Bonsoir. Voilà, et Dange. Sachez que Pulsion, ce n'est pas une équipe que de 4. J'ai pas fait la liste, mais on doit être 8 ou 9 chroniqueurs qui sont répartis sur toute la France. Et depuis 5 ans que l'émission Pulsion existe, j'ai pas fait le compte, mais on était une quinzaine, une vingtaine de chroniqueurs à se voir. Et ce soir, Chloé vous dira le numéro de l'émission. Tout à fait. Voilà. Alors ça va se passer comment ? Dans 2 minutes, je vais lancer le générique de début d'émission. Après, il y aura 4 chroniques, rubriques, où on fera l'émission comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire d'habitude on est dans un studio, on est tous les 4, on se regarde, donc là on va pas se regarder, c'est un peu compliqué, mais on se regarde et on raconte beaucoup de conneries, parce qu'on aime bien raconter des conneries, j'espère que ça vous fera rire, que ça vous apprendra des choses, et dans la deuxième partie de chaque rubrique, donc il y en aura 4, on nous amènera le micro et celles qui veulent participer, dire le contraire de ce qu'on a dit, c'est tout à fait autorisé. Dire qu'on raconte que des conneries, c'est tout autorisé. Dire qu'on dit des choses très bien, c'est tout autorisé. Aussi. Donnez vos expériences. Voilà. N'hésitez pas à parler si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas parler, il n'y a pas de souci. Vers le milieu de l'émission, on fera une coupure pour aller pause pipi, cigarettes, etc. Recommander des pizzas et des boissons. Voilà. Et puis on recommencera après. On garde le débat de Solène qui est assez important, la place des artistes féminines dans le féminisme. Voilà, on garde ça pour la fin. Au début, on va commencer par des choses légères. Puis c'est aussi léger. T'as dit que t'allais. Mais oui, je vois pas du tout ce que tu veux dire. On a gardé le plus sérieux pour la fin. Voilà, bon, bref. On va enchaîner. Ça va, vous ? Voilà, c'est bon. Alors faites oui de la tête, c'est très bien. Mais je rajouterai, ne vous inquiétez pas, des applaudissements, des trucs faux, montage. Ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez applaudir comme ça aussi. C'est très bien en radio, en secouant les mains. Comme ça aussi. Comme ça ? Ah, ça se fait ça ? Je connais pas. Oui. Ah d'accord, ok. En claquant les doigts. Ok. J'ai oublié des trucs, non ? Il faudrait que les gens pensent à manger leur aphrodisiaque. Après, ça, on va en parler quand je vais lancer l'émission. Voilà. Et je vous rappelle que vos aphrodisiaques, il faut les couper en 2. Voilà. D'accord. Non, okay. Voilà, au cas où. Il y a un mode d'emploi. Bon, on va en parler dans pas longtemps. Vous êtes prêts, chers chroniqueurs, chroniqueuses ? On va quand même faire un petit test. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va, vous entendez bien ? Donc on va faire un premier test. Donc notre test qu'on fait comme d'habitude. Est-ce que quelqu'un s'appelle Valentin ? Personne, ça va, on peut y aller. Ça tombe bien. Donc je vais aller regarder le niveau de... Voilà, comme ça. Et on va se faire les voix là-dessus pour voir. Donc c'est moi qui vais commencer. Valentin, va ranger ta chambre. 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 Bon, ça a l'air pas mal. On y va, c'est parti. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va donner ? Les alcoolos, ils sont en train de boire là. On y va. De l'aphrodisiaque, je travaille. Oui, de l'aphrodisiaque. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, nous nous retrouvons pour la 93e émission de Pulsion, l'émission des sexualités créatives, décalées et non conventionnelles, diffusée chaque mois sur ETK Station. C'est Chloé Libéré qui vous parle, mais je ne suis pas seule puisque j'anime l'émission avec Dange. Bonsoir tout le monde, bonsoir public. Avec Solène aussi. Bonsoir. Et Sébastien. Bonsoir cher public. Et ce soir, exceptionnellement, nous ne sommes pas en studio comme d'habitude, mais du côté de Bastille, à Paris, invités à l'Eros Café avec du public. On est ensemble pendant 2 heures pour parler de sexualité, de toutes les sexualités. Merci donc à vous, public.
d'être là déjà. Merci. Merci. Voilà. Désolé, on fait un peu moins de bruit que le public. On n'est que 4. Voilà, on fait ce qu'on peut. D'être venus si nombreux et nombreuses ce soir, ainsi qu'à vous, auditeurs et auditrices, qui nous retrouvez donc chaque mois sur EDK Station. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, on vous a préparé une émission aux petits oignons. Alors, ça fait 93 fois qu'on dit aux petits oignons. Oui, en fait, voilà. Changé, ouais. Désolé, c'est des private jokes, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, je vais commencer par des vacances kinky. Oui, tout à fait, mais d'abord, je vais manger mon chocolat. Parce que, après... Chloé, vas-y, continue Chloé. Donc parce qu'après les vacances kinky, moi je vais vous parler des aphrodisiaques. Et je mange un chocolat aphrodisiaque. D'ailleurs, Voilà. le public, je crois. Oui, le public aussi participe parce que c'est une émission interactive. Ouais. Le chocolat. Alors, il y a un monsieur qui se plaint de ne pas avoir de morceau de chocolat. Est-ce que Dange, tu pourrais, partager ton morceau de chocolat avec ce monsieur? Non, tout le morceau. Non, faut partager. T'as toujours pas compris, Et donc, en effet, je vais vous parler des aphrodisiaques. Et donc, on a testé, nous, quelques-uns plutôt À en forme de boire. boisson. Exactement. Et le public plutôt en forme de chocolat. C'était plus Et simple à à manger. partager. Exactement. Il y avait une version thé, mais il fait un peu chaud aujourd'hui. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Mais je vous en parlerai aussi. Ensuite, Sébastien, Oui. tu vas nous parler de ton plan de vie. Oui. Si finalement, c'était pas le meilleur de tes plans cul. Oui, c'est un peu le contraire. Merde, pardon. Si mon plan cul, c'était pas mon meilleur plan cul, c'était pas mon plan de vie. Désolé, la dyslexie, voilà. Je comprends, je partage. Ok, merci. Merci pour ton soutien. Et Solène qui va nous parler philosophie de l'art, érotisme et femmes artistes. Tout à fait. Tout un programme. Oui, voilà. Dange. C'est à moi? Ouais. Ok, avant de commencer, je vais quand même présenter au public les chroniqueurs et chroniqueuses qui sont là. Nous avons donc Chloé qui est libérée. Son nom de famille. C'est son nom de famille. J'ai pas choisi, T'as pas choisi parce que, de ce que je me souviens, il y a quelques années, tu as fait ta révolution sexuelle. Tu fait. nous en parleras peut-être à l'occasion, Ou pas. quelques mots comme ça, mais un jour, elle est passée, ou pas. Non, c'est juste pour t'embêter que je dis ça. Oui, avec plaisir. Voilà. Et depuis, elle fait plein de choses un peu partout, surtout dans Paris. Elle a été coordonnatrice du festival Erosphère. Elle est prof de bouti-thérapie. Pour ceux et celles qui ne si savent vous pas, voulez, vous lui demanderez à la fin. de Bougez l'émission. votre boutique. Voilà, et stripteaseuse, et j'en passe, et des meilleurs. Sébastien, comment décrire Sébastien? Sébastien, je ne sais trop comment dire. Est-ce que c'est un coiffeur naturiste ou c'est un naturo-coiffeur? Voilà. Enfin, c'est vraiment un coiffeur naturiste avec plein d'autres casquettes. Et depuis 2 ans que tu fais l'émission à peu près, Sébastien? Ouais. Sébastien nous raconte sa vie sexuelle, sa vie amoureuse depuis 2 ans. C'est un peu comme Martine à la plage. Voilà. Donc on a eu Sébastien à la plage, Sébastien polyamoureux, Sébastien... Tout à fait. Faut pas tout dire parce qu'il faut que les gens ils écoutent les podcasts Aussi. aussi Oui, et c'est les vrai, autres c'est vrai, émissions. oui, Si c'est tu vrai, racontes voilà. tout après, voilà. Disons que je teste et je profite en même temps. D'accord. Et Sébastien est timide. Donc là, Très. je l'embête, toi. Et heureusement, à côté de toi, Sébastien, il y a Solène. Solène, notre petit chaperon rouge à nous, qui est rouge, voilà. Donc je sais pas qui est le grand méchant loup, mais en tout cas, c'est Solène. Et Elle a un chien pour le défendre. oui, avec son chien Tittle, qui doit être quelque part dans l'assemblée, un petit chien qui se promène. Et je crois que Solène, on peut résumer, c'est l'auteur interprète de la pièce Plaidoirie... Autrice. Merci. C'est l'autrice, sera coupé au montage. C'est l'autrice interprète de la pièce Plaidoirie d'une soumise, qui se joue depuis 1 an et demi, c'est ça, Solène? Ouais, quasiment maintenant. 1 an et demi, que nous sommes allés voir et on est tombé en admiration devant son talent créatif. J'ai bien dit là, cette Oui, fois-ci, oui, voilà. c'est bien. Et Oui, Solène fait le Festival d'Avignon au mois de juillet, donc on peut l'applaudir pour ça. Elle est en off au Festival d'Avignon. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Mais elle ne va pas du tout nous parler de ça ce soir. Elle va nous parler d'un sujet dont Chloé a parlé. Et puis, moi, me présenter, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ah oui, quand même. Je suis un gars ordinaire, quoi. Voilà. Moi, je pense que les gens de l'Eros Café te connaissent bien. Voilà, parce que voilà. tu animes l'Eros Café depuis combien de temps déjà? Alors, l'Eros Café depuis 1 an et demi. Et avant, j'ai fait les dîners débats de Paris, mais je parle d'une vie avant Covid. Eh oui. Voilà. Bon, je fais plein de choses et ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va partir pour ma rubrique. Et si je me trompe pas, j'appuie sur le bon bouton et je lance mon générique.
Voilà, on va parler de vacances. Il fait beau, à peu près, je regarde par la fenêtre. Ah oui. Les vacances kinky. Donc, c'est bientôt l'été, le Airbnb à Barcelone ou Budapest est réservé. Mais que faire de nos animaux domestiques lorsque nous partons en vacances ? Non, pardon. Je reprends. Que faire de nos DOM ou de nos SOUM lorsque nous partons en vacances ? Parce que c'est bien beau, en hiver, pendant les soldes, de faire son shopping chez Adopte un DOM ou Adopte un SOUM, ça marche pareil, ou d'en offrir un à sa meilleure amie à Noël, mais elle en fait quoi au beau jour de son Roméo, votre copine ? Elle le laisse sur une aire d'autoroute, à ses parents, au centre aéré ? Non, vraiment, les vacances et le BDSM, ça n'a pas l'air très compatible. À moins que, bien sûr, vous le laissiez à la maison avec des devoirs de vacances à faire. Donc, je regarde le public, je vous poserai des questions. Pour l'instant, vous êtes silencieux, mais dans 5 minutes, vous aurez des questions. Donc, les devoirs de vacances, ça peut être améliorer son CUNY, sa technique de foi, etc., etc., les devoirs de vacances. Ou alors, même pas peur que vous l'emmeniez carrément avec vous. Alors, on va faire juste lever la main. Donc, radiophoniquement, ça veut rien dire du tout. C'est pas grave, Quels on va sont ceux compter. qui partent en vacances BDSM cet été, ou qui ont prévu de partir en vacances BDSM cet été ? Levez la main. Ceux et celles. Voilà, il y en a 2. D'accord, les autres, écoutez 3. bien la rubrique. 3, écoutez bien la rubrique. Voilà. Après, c'est pas parce que vous partez pas avec la personne que vous pouvez pas faire des trucs à distance. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je disais des vacances BDSM. Oui, mais je dis ça quand même. Est-ce que si on part avec son partenaire, on peut y aller pas forcément pour du BDSM et en faire quand même ? Je sais pas, on verra. Je te donnerai l'autorisation ou pas. On verra. Mais dans ce cas, alors, est-ce que les règles changent lorsqu'on part en vacances BDSM avec son ou sa partenaire ? Est-ce qu'on en profite pour jouer au 24/7 ? Ou alors est-ce qu'on switch pour la semaine ? Tiens, un couple, j'en regarde un au hasard juste devant moi qui va switcher pendant une semaine. Donc la dame elle fait non du doigt, surtout pas. Lui, il avait pas l'air contre. Hein. Oh. Non, mais parce qu'il est. Pas avec pas avec elle, il a dit monsieur. Ah d'accord. Pas de souci, faites ce que vous voulez. Ouais. Et sinon, on emmène la croix, les plugs, la tronçonneuse pour ceux qui aiment. Et à l'aéroport, on fait comment ? Vous aurez l'air malin. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ah, moi j'adore ça. Les tronçonneuses ? Non. Oh, pourquoi pas ? Oui, vas-y, non, je blague, mais Sébastien, calme-toi. T'adores ça, passer à l'aéroport avec un gros... un gros god. en métal ? Non, mais ça se voit quand même en rayon infrarouge. Ah d'accord. Visuellement, c'est quand même très explicite. Et tu le fais exprès, donc tu l'emmènes dans ta... Oui. Ah ok, d'accord. Ouais, oui. Je vous présente Sébastien. Ah, moi j'attends qu'on me dise déshabillez-vous, et comme j'ai jamais de sous-vêtements. D'accord. Donc Y a là, nouveau aucun chapitre. problème. Voilà, Sébastien à l'aéroport. Voilà, après. Voilà, et on visite les En fait, clés. il fait ça exprès pour qu'il demande moins souvent de vous déshabiller. Je pense que c'est pour ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on visite les clubs SM de toute l'Europe ? Je vais vous en parler, de quelques-uns que je connais, voilà. Et les orties, c'est quoi le mode d'emploi ? Alors on n'en parlera pas ce soir, le mode d'emploi des orties, mais il faut quand même faire attention à pas commencer dans des pratiques sans se renseigner, j'en parlerai un petit peu après. Et que diriez-vous de vous entraîner au fist ? Matin, midi et soir, ça vous parle ? Sans oublier cette question primordiale, les cris et les pleurnicheries dans la petite pension de famille que l'on a louée, est-ce que c'est vraiment gênant ? Voilà, je vais à Center Park, ça crie dans ma chambre. Je sais pas, voilà. Bon, on va essayer de répondre à quelques questions, pas toutes, parce que autrement on en aurait pour 2 heures, et c'est pas forcément intéressant que ça dure 2 heures. Donc première question que je vais adresser à Chloé, Solène et Sébastien, à choisir, vous opteriez pour des vacances 100% vanille ou 100% BDSM ? À 100% BDSM. BDSM. Ouais. Alors, oui ? Idem. Idem, Je veux d'accord. dire que t'as vu qui on est là ? 100%. Je ne sais pas, je demande. En fait, on est ceux qui sont les plus BDSM de tous les chroniqueurs. En fait. C'est une émission. Ah, on a choisi, on a fait un combo là, d'accord. Ok. Et pareil, pour vous, le public, main levée, quels sont ceux qui sont plus à choisir 100% vanille. Qui est-ce qui lève la main ? D'accord. Ah si, il y en a quand même. C'est pour changer du reste de l'année, c'est pour ça, faut se reposer un petit peu. Je comprends, ça fait oui de la tête, oui, c'est bien. Alors, justement, que faire pendant les vacances BDSM ? Donc j'ai prévu plusieurs aspects, on ira très vite, on va pas faire ça très longtemps. Mais je vais vous proposer quelques possibilités, chers chroniqueurs et chroniqueuses, 3 grandes parties. Est-ce que vous avez envie de tester ou de refaire, si vous ne connaissez pas, le 24/7 ? Ça peut être l'idée pendant une semaine de 24/7 ou 2 semaines de 24/7, qu'on peut pas faire forcément toute l'année. Attendez, je fais les 3 choix là. Le Chloé lève la main. Le perfectionnement en quelque chose. Oh. Ou la nouveauté, essayez autre chose. Ouais. Alors il faut choisir un des 3. Alors Chloé. 24/7. Le 24/7 pour Chloé. Sébastien. Le perfectionnement.
Le perfectionnement. Ouais, c'est plus dans mon état d'esprit. Voilà, des choses que tu sais faire et que tu voudrais Ouais, aller je plus veux aller loin. un peu plus loin. Un peu plus loin, on est bien Ah d'accord, oui, hein, beaucoup Sébastien. plus loin. D'ailleurs, hier soir, enfin bon, c'est... Tu nous raconteras à ta rubrique. Et voilà. Et toi, Solène, alors, le 24/7, la nouveauté ou le perfectionnement? Moi, c'est le 24/7 que j'ai 24/7. déjà pu tester en vacances. Et alors? En fait, on est parti au Burning Man et j'ai eu la chance d'être une esclave pendant 10 jours et je dois avouer que c'était. D'accord, c'était Burning très Man, on va en excitant. parler après. Ouais. La chance. Ça fait rêver. Ah, on y va, hein? Bon, au revoir. Ah ben, avec plaisir. On y va tout de suite. Là, on part tellement bien. Bah justement, qu'est-ce qui différencie à votre avis le 24/7 à la maison du 24/7 en vacances? Est-ce que vous avez des idées? Bah, peut-être que c'est un peu plus intense en vacances parce que 24/7 à la maison, il y a le travail pour ceux qui ont des enfants. Tu lis ma feuille, là, tout Chloé, ça, c'est tout très ça, bien. tout ça, quoi. Non, pas du tout. Mais t'es à côté de moi. Bon. Oh, alors, mais je sais tout pas. de suite, en train de... Mais écoute, elle peut penser la même chose que toi, non? Merci. Ah. Bon, Sébastien, toi, Euh, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Le lieu. Ah ouais. Effectivement, ouais. Non, franchement... Ok. En parlant de lieu, tiens, je te propose quelque chose, Sébastien. Mhm. Ok. Imaginons un Airbnb avec une cellule ou une cave dans laquelle est installée une cage. Et tu y es enfermé en permanence. Tu ne sors de ta cage que pour... Eh bien justement, pourquoi aimerais-tu qu'on te sorte de ta cage ou de ta cave? Ça fait une semaine que tu y es. Baiser. Que baiser, que ça. Oui. Le service, tout ça, t'en fous. Faire la cuisine? Je suis esclave, c'est l'autre qui décide. Hein. D'accord. Ok. Mais si je dois choisir pourquoi je sors de la cage, ouais. C'est pour baiser, d'accord. Ouais. Ok. Tiens, une question pour toi, Solène. Aimerais-tu être obligée d'être silencieuse? Une restriction de comportement silencieuse pendant une journée, par exemple, 2 journées. Ouais, j'aimerais beaucoup. T'aimerais beaucoup. Me regarde pas. Regarde pas. Moi, comment je supporterais pas ça? Ah non, c'est pas possible. Hein. C'est mort. Bah, je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien avoir une restriction comme ça. D'accord. Et une restriction de mouvement du genre aller voir les menottes pendant 2 jours. Ah ça, ouais, moi j'aimerais bien. T'aimerais bien avoir les menottes, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et sinon, donc Chloé, j'allais te poser la question, mais j'ai déjà la réponse parce que je connais un petit peu Chloé. C'est son temps fréquente. Tout petit peu. Tout petit peu, ouais. Dans l'esclavage sexuel en permanence, imaginons que tu sois en esclavage sexuel en permanence pendant 1 semaine, 2 semaines. Voilà. C'est quoi le plus excitant? L'attente, sachant ce qui va arriver, ou le passage à l'acte? Pourquoi choisir? Pourquoi j'ai posé la question à Chloé? Tu sais que j'aime pas choisir, donc... Je te demande, d'accord. Non, c'est passage à l'acte, je pense quand même. Passage à l'acte, d'accord, ok. Quand même. Eh ben, on va passer le micro au public maintenant. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a certains ou certaines, au hasard, qui voudraient parler du 24/7 en vacances? Alex. Sachant que vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom, votre date de Ah oui, naissance, je votre nom de pense pas, famille, je votre pense adresse pas. et votre numéro de le sécu. numéro de sécurité D'accord. sociale. Donc, Ok. vous inquiétez pas. D'accord. Alors, à choisir, je vais prendre ce monsieur-là, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que tu aimerais être privé de parole pendant 2 jours? Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, quand même. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient priver de parole les autres pendant 2 jours? Je sais pas. Alors, j'entends devant moi, bah oui. Alors, pourquoi? Ce qui serait rigolo, ça te ferait des vacances, justement, ou pas? C'est pas spécialement en vacances. Hein. En général, oui. D'accord, en général, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres idées de ce que c'est que le 24/7? Alors en vacances ou pas en vacances, parce que c'est vrai qu'on l'aborde assez rapidement. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé le 24/7? Je suis sûr que ce monsieur-là, il a déjà testé le 24/7. Une fois. D'accord, et alors c'était bien? C'était pendant combien d'heures? 1 heure? Non, c'était sur un week-end. Un week-end, d'accord. À proximité de la plage, donc oui. C'était À proximité. assez- Ah, donc c'était carrément en vacances? Oui. Carrément en vacances, d'accord. Et qui est-ce qui avait initié ça? C'était toi? C'était ton ou ta partenaire? C'était moi. Et ça s'est pas continué après? Non. À cause de la vie, peut-être? La Oui. vie, le Oui, train-train, ouais. c'est ça. Ok. Alors, je sais pas pourquoi je prends 2 micros. Enfin, je parle dans 2 micros à la fois. Bah, comme ça, tu peux parler et puis donner la parole facilement. Oui, tout à fait. J'ai pas encore Comme ça, tu l'habitude peux avec le couper micro. la parole aux gens en même temps. Merci Sébastien. Voilà. On est des professionnels ici. J'ai perdu ma feuille et je continue avec ce micro. Et tout perturbé, le pauvre. Et je me suis mis en premier justement pour pas que vous soyez perturbés. Non, mais merci. On t'embête, mais on t'aime bien. Voilà. Alors on va parler des festivals, des festivals en Europe ou des lieux kinky. Moi j'en connais quelques-uns, je vais en énoncer quelques-uns. Et puis après, si vous voulez compléter ou donner vos avis sur tel ou tel festival, vous êtes les bienvenus, chers chroniqueurs, chroniqueuses et chers publics. Absolument. Absolument. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Ce que je connais, il y a Explore Berlin du 25 au 27 juillet. Est-ce que, à la main levée, comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Explore? Qui l'ont déjà testé, qui ont déjà été, peut-être. Non? Alors, Chloé, justement, tu vas en parler.
Parce que toi, tu as été coordinatrice en chef de Aérosphère. C'est un festival qui avait lieu à Paris, qui n'a pas lieu cette année. Tout à fait. Qui est le bébé inspiré, d'Explore. on va dire, d'Explore. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc Explore, c'est un festival sur plusieurs jours où on teste plein d'ateliers. Et donc, c'est à Berlin. Et voilà, et donc on peut faire plein de choses différentes, plein d'expériences différentes. Et c'est assez impliquant. Je dirais, voilà, c'est un festival où on participe et on découvre des pratiques, voilà, donc on peut faire du shibari, comme on peut faire, j'imagine, des trucs plus hard, voilà, par exemple savoir dire non, par exemple, aussi un atelier un petit peu pour, voilà, savoir dire non, quoi. Est-ce que c'est francophone ? Non, c'est anglophone, c'est en Allemagne, mais c'est anglophone. D'accord. Ouais. Bah, en France, il y a, en tout cas pour ce festival-là, il y avait Aérosphère, on n'était pas les seuls, hein. On organise avec Chloé il y a quelques années. En tout cas, pour Explore, je sais pas, j'y suis jamais allé, mais comme c'est le petit frère, pour Aérosphère, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'atelier traditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de shibari. S'il y avait du shibari, alors, on l'a jamais pu le tester, mais moi j'aurais aimé faire un atelier shibari au fond d'une piscine, avec des cordes en caoutchouc et avec des bouteilles à oxygène. Un peu le délire. Mais en tout cas, du festival Aérosphère, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait comme truc... Il y a eu Kamasutra et plus si affinité. Donc ça, c'était apprendre à faire des positions à 3 ou plus. Voilà. Il y a eu... il y avait les Martiens. Oui, par exemple un grand jeu de rôle où en fait il y avait des martiens qui venaient récupérer la pulpe de vie des humains, enfin en gros martiens et mélange de medical play en même temps, et etc. Et tout était codifié pour que les gens fassent pas plus que ce qui était les gens voulaient bien faire et tout. Donc voilà. Il y avait des trucs de massage, il y avait First Lady. De la danse aussi, toujours. De la danse, ouais, etc., etc. Donc voilà, le festival Explore, c'est vraiment un festival de sexualité créative. Je vous incite, si vous avez envie de pouvoir y aller, c'est quand même loin, c'est à Berlin. Je lâche le micro, j'ai trop de micros autour de moi. Voilà. Il y a le Nowhere Festival, donc ça c'est inspiré du Burning Man en Espagne. Et en France, ça se décline par le festival Crème Brûlée, au Danemark par le festival Borderland, en Allemagne par le Kitzbühel. Et ben justement, Solène, tu pourras nous en parler parce que tu as fait le Burning Man, c'est quoi ? Le Burning Man, c'est un festival qui se déroule aux États-Unis au milieu d'un désert. Donc en fait, quand on va là-bas, on part vraiment en autonomie pendant plusieurs jours. Et c'est un festival artistique, mais qui met aussi en valeur la liberté de l'individu d'être qui il a envie d'être. Donc en fait, quand on va là-bas, on peut vraiment être qui on a envie sans limite. Et je crois qu'il y a aussi certaines conditions atmosphériques qui sont particulières et de vie particulières. Oui, alors c'est très, alors c'est écologique, donc il y a effectivement tout un tas de règles, effectivement pour la collecte des déchets, etc. Pour la gestion de l'eau aussi, je crois, parce que c'est en plein désert. Oui, il y a vraiment tout un tas de règles à respecter, effectivement, par rapport à ça. Ok. Et il y a des ateliers assez branchés sexe aussi quand même. Touch and play où il y a pas mal de pratiques et autres. Il n'y a pas que du sexe, mais il y a plein de choses. Autrement en France, j'ai vu, je connais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent et pourraient peut-être lever la main, ou en tout cas m'en parler. C'est le Château des Amazones. Donc j'ai vu, c'est un séjour pour les femmes-d'hommes, donc c'est la domination féminine, et dont le prochain est du 14 au 18 juillet. Donc je crois que c'est dans la région parisienne. Donc si ça vous intéresse, 14 au 18 juillet de ce que j'ai vu. Il y a aussi le Tantramour Festival. Donc c'est un festival de tantra qui a lieu à Montpellier, du 1er au 7 septembre. C'est un peu plus loin. Ça explore le tantra, mais en même temps aussi le BDSM. Donc moi je ne connais pas du tout tantra et BDSM, mais j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Bien entendu, il y a le village, enfin j'ai dit bien entendu parce que Chloé et moi y allons chaque année, le village naturiste du Cap. Voilà, c'est un village libertin, on se promène un peu comme on veut. Au départ c'est libertin, mais il y a pas mal de choses BDSM. Et je crois que Solène, tu vas y aller y faire quelque chose. Je parle pas de sexe, par rapport à ta pièce. Oui, je vais aller jouer là-bas fin juin. Fin juin, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, au club Clair Obscur. Au club Clair Obscur, elle va jouer sa pièce dans un club BDSM, voilà. Autrement, il y a aussi le festival Sexibility en Suède. C'est celui-là que je cherchais le nom la dernière fois. D'accord, et tu voulais en parler peut-être ? Non, c'était juste parce que tu me demandais le nom et que je fais j'arrive pas à trouver.
Voilà. Bon, après, il y a tous les clubs de Rome. Je vais aller un peu vite parce que ça fait déjà 25 minutes, donc je vais aller un peu plus vite. Voilà. Après, j'ai fait des recherches chambres d'eau de BDSM et j'en ai trouvé des dizaines et des dizaines en France, des chambres d'eau de BDSM. Je dis ça, je dis rien. Donc je donne quelques noms qui me sont venus. Le donjon gîte de la Maison des Soupirs à Bordeaux, le Lover Room BDSM Spa Donjon à Hermont dans le Val d'Oise, ce qui n'est pas si loin que ça. Sur Booking, j'ai vu aussi sur Booking des chambres d'eau de BDSM à louer ou carrément des appartements. Donc je vous lis une petite annonce. L'établissement Secret Love BDSM de Poznań, bon c'est en Pologne, hein, comprend des hébergements avec des connexions Wi-Fi gratuites, c'est important, ainsi qu'une kitchenette pour vide un réfrigérateur. c'est vraiment du booking et dessus vous trouvez des lieux BDSM, des appartements BDSM à louer. J'ai vu des photos, il y a une croix de Saint-André, il y avait tout ce qu'il faut. Voilà, c'est là où il y a la tronçonneuse? Non, la tronçonneuse, c'est toujours une blague que je fais. Voilà. Faut que je change. Hein. C'est la 93e émission de Pulsion. Promis, à partir de la 100e, je change. Vous avez la Villa Monroe à Levézier dans la Marne, 51. Le Donjon d'Essence près de Metz en Moselle, etc., etc., etc. Voilà pour les lieux. Donc la nouveauté en vacances kinky, c'est aussi d'essayer des nouvelles pratiques. Alors, vous pouvez essayer des nouvelles pratiques traditionnelles dont vous avez entendu parler, que vous n'avez pas encore testé dans votre vie qui débute, ou pas d'ailleurs, dans le BDSM. Moi, j'aime bien mélanger un peu des trucs, et donc je vais proposer à mes chroniqueurs et chroniqueuses ici présentes, mes camarades, des pratiques, savoir s'ils ont envie de le tester. Alors, attention, c'est n'importe quoi. Attention, c'est parti. C'est parti. Accrochez-vous. Alors, qui, pour tester, parmi vous trois, ou les trois, hein, Play. Je parle trop vite. Qui pour tester l'électroplay sur clôture électrique? Non, j'ai déjà fait ça. Depuis toute petite, parce que mes grands-parents tenaient une ferme. Vous avez une pâture de chevaux? Donc, non. Très bien. Donc très non, bien. je me suis déjà pris des petits coups de jus. Pareil. Mais est-ce que t'as mis les fesses? Non, et heureusement quand même. Voilà, parce voilà. que... Alors, Sébastien? Non, pareil, j'ai eu la même enfance. Solène? Moi-même, non, pas forcément. Pas forcément. J'avais vu une vidéo... sur internet, une personne voulait tester justement la clôture électrique. Donc on voit la personne baisser son pantalon, rapprocher ses fesses et se prendre une châtaigne lorsque ça touche la clôture électrique. Et là où c'est drôle, ou je sais pas trop, c'est qu'elle est tombée en avant, la tête dans une bouse. Oh. Véridique, cherchez la vidéo. Voilà. Alors, tout un programme. Qui, pour tester une autre pratique, l'œuf vibrant ou le cock ring vibrant mais enterré dans le sable? Comment ça, enterré dans le sable? Vous n'avez pas joué à la plage à être enterré dans le sable? Ah oui, donc on a le truc sur nous, et en plus, nous, on est enterré dans le sable. Voilà, je sais pas. Oui, parce que moi, j'avais l'impression que c'était le truc qui était enterré dans le sable, donc je voyais pas l'intérêt, quoi. Oui, moi aussi. Voilà. Moi, je veux bien. Tu veux bien tester? Moi aussi. Ah, quand même. Ah oui. Vous êtes très dit, ouais. Solène? Ouais, moi aussi. Ok, d'accord. Allez, tous les trois pareils, hein. D'accord, on va voir. Hein. Ça me paraît pas Alors, foufou. Hein. Ça, il faut vous accrocher. Hein. Un truc un peu plus foufou. Le Fart Play Vacuum Bed. Quoi? Alors, vacuum bed, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le fait d'être enfermé entre deux draps en latex qui sont clôturés de partout. On est complètement dedans, sac de couchage, complètement dedans jusqu'à la tête, c'est refermé, et avec un aspirateur, on inspire tout l'air qui est dedans. Donc on est complètement comprimé, sans air, sauf que sur le drap du dessus en latex, il y a une petite paille qui sort, ce qui fait qu'on peut quand même respirer. Et le fart play, c'est le fait de jouer à péter. D'un autre côté, si tu fais que respirer par la bouche, tu sens pas l'odeur. Je sais pas, je propose non, ça vous parle pas, c'est trop barré. Non, a priori non. Non, ok, on va faire un autre. Si, moi. Si, tu vois, pourquoi pas, ouais. J'ai envie d'essayer. T'as envie d'essayer, bah. Oui, ça fait longtemps. Le fartlay ou les deux? Le truc où on est ensemble. Ah oui, le vacuum bed. Vacuum bed. Bah, parce qu'après, c'est quoi? Faut péter dedans. Connerie. Oui, tu me connais. Non, voilà. Enfin, je veux dire, ouais, je veux bien. Enfin, je l'ai déjà fait. Bon, alors après le massage ou la séance de fouet sur coup de soleil. Mais volontaire, hein. Vous faites exprès de prendre un coup de soleil par rapport à vous faire masser. Non. Je suis pas venu pour Solène. souffrir. Okay. Ouais, pourquoi pas. Ah, ça parle dans le public. Il y en a qui veulent tester? Non, moi je suis une douillette. Non, je vois des non. Oh, les douillettes, quoi. Mais moi, je peux personne qui prend les coups de soleil volontairement. Attends, moi je suis offusqué, quoi. Les coups de soleil, c'est le premier truc BDSM qu'on connaît, quoi, quand on est petit. Après, on termine par la fellation ou le cuni en saut en parachute. C'est-à-dire que tu fais ça genre en tandem et... Non, il faut pas le faire. J'invite les gens à ne pas le faire car la bite peut... Ah, d'accord. Non, pas tester. Non. Oh là là, on peut rien dire. La sécurité, quand même, la sécurité. Voilà, pour tester maintenant les nouveautés, parce qu'on va faire le chapitre nouveautés, puis après je vais conclure, parce que là j'en ai encore pour 4 pages. Voilà. Comme d'habitude. Ouais, vraiment, c'est étonnant. Voilà. Pour l'entraînement, moi ce que je vous propose, si vous voulez vous entraîner à une pratique plus que d'habitude, c'est de mettre de la scénarisation dedans.
Personnellement, moi, je préfère quand c'est scénarisé les choses. Donc la scénarisation. Donc avec Chloé, un été, on avait testé. Elle avait fait une demande d'inscription à l'école des petites salopes. C'est comme ça. Bisexuelle en plus. Oui, D'accord. il faut quand même donner le nom de. Bisexuel. Faut donner le nom de l'école en entier quand même. Oui, c'est important. Et donc, je lui avais fait remplir un formulaire d'adhésion au stage, ainsi qu'une lettre de motivation. On avait rédigé un règlement intérieur, listant les règles de vie de l'apprenant ou de l'apprenante pendant la durée du stage. On avait fait un planning d'entraînement avec chaque jour des choses à faire. Parce que, différents UV. Et j'ai pas de valeur. Ouais. J'ai pas tout validé. Hein. Voilà. Donc c'est et dur à la aussi, fin, hein. par contre, tu as passé l'examen à la fin. Oui, je l'ai réussi. Elle a réussi. J'ai fait venir un homme de mes amis. Elle a passé l'examen par rapport à ça. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin parce que c'est déjà pas mal comme ça. Hein. Puis on va passer à la prochaine rubrique. Le public, vous participerez sur la prochaine rubrique parce que vous avez mangé des chocolats et vous avez bu des choses, hein, d'accord ? Donc voilà, il reste la phrase finale à dire à la fin de chaque rubrique que vous connaissez pas, mais que C'était vraiment très intéressant. Merci. Voilà. On passe à ta rubrique, Chloé ? Oui. Allez, je t'envoie le générique si je me trompe pas de bouton. Et donc, je vais vous parler donc des aphrodisiaques. Donc, aphrodisiaques ou pas, telle est la question. Alors déjà, pourquoi j'ai envie de vous parler d'aphrodisiaques ? Récemment, j'ai vu beaucoup de publicités pour acheter des produits aphrodisiaques. Je crois que Facebook connaît un petit peu ce que je fais dans mes pratiques et ce que je dis. Je pense qu'il m'écoute beaucoup. Ou beaucoup, au foie. Et comme je suis gourmande... Comment ? Voilà. Et comme je suis gourmande dans tous les sens du terme, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en tester, en fait. Et donc, je vais d'abord vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'aphrodisiaque, parce qu'en fait, finalement, en cherchant un peu plus, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Vous parler un petit peu d'aphrodisiaque naturel, vite fait. Et après, l'aphrodisiaque artificiel que j'ai moi-même testé et que j'ai fait faire aussi et tester les chroniqueurs. Et vous aussi, public, vous avez pu tester. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Et puis, on va pouvoir en échanger aussi, bien sûr, si vous avez d'autres idées d'aphrodisiaques qui pourraient compléter ce que je peux vous dire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un aphrodisiaque ? À ne pas confondre avec un aphrodisiaque, qui est le contraire. Voilà, au cas où vous vouliez faire étaler votre culture, quelque chose qui est anaphrodisiaque. Un jour, il faudra peut-être que je fasse une rubrique sur qu'est-ce qui est anaphrodisiaque. Mais qu'est-ce qui peut être anaphrodisiaque ? Eh bien, ce n'est pas le thème de la rubrique d'aujourd'hui. Très bien, au revoir, merci. Donc, ce sera pour le mois prochain, si tu veux bien, parce que je n'ai pas cherché ça. D'accord. Voilà. Mais est-ce que le public le sait ? Peut-être, est-ce que vous connaissez des anaphrodisiaques, peut-être ? Je lance le bébé. Non, tu vois, c'est un sujet Apparemment, super ils sont passionnant. aphrodisiaques. Je crois qu'ils préfèrent plutôt savoir qu'est-ce qui est aphrodisiaque que ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Alors, recevoir une amende, c'est ça ? amende. Oui, en effet. Quoique, des fois, il y en a qui aiment ça aussi, d'être punis. C'est compliqué, hein. Mais Puni avec l'argent, oui, c'est vrai. Il y en a qui aiment ça, c'est compliqué. En tout cas, officiellement, qu'est-ce que dit Wikipédia ? Aphrodisiaque, c'est une substance naturelle, d'origine végétale ou animale, ou une alchimie utilisée afin de stimuler le désir sexuel. Et au XIXe siècle, le dictionnaire de l'Académie française, il s'était penché sur le sujet, les définit comme des substances qu'on croit propres à exciter au plaisir, avec un S, de l'amour. C'est joli, hein, l'Académie française, des fois ils font des trucs bien. Ils ont dû essayer, à mon avis. Alors, à votre avis, le thème aphrodisiaque, ça vient de quoi ? Est-ce que vous avez une idée pourquoi on dit aphrodisiaque ? C'est marrant quand même comme nom, non ? Il y a quelqu'un qui lève la main. Est-ce que, cher Dange, tu peux faire parler le public ? Alors, ça vient d'où ? Grosse supposition, mais je vais supposer que ça va venir d'Aphrodite, la déesse de l'amour. D'Aphrodite ? Tout à fait, ça vient d'Aphrodite. C'est ce que vous pensiez aussi, monsieur ? Et monsieur derrière aussi ? Exactement, tout à fait. C'est dérivé d'Aphrodite, la déesse de l'amour dans la mythologie grecque. Et semble apparaître pour la première fois au XVIIIe siècle comme terme. Il faut croire qu'avant, il n'y avait pas de terme pour ça. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, hein, clairement. Et il faut savoir que l'usage d'aphrodisiaque s'apparente à une tradition folklorique. Il y a beaucoup de traditions pour prendre des aphrodisiaques. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Alors à votre avis, quels sont les effets recherchés
des aphrodisiaques? Est-ce que vous avez une idée, les chroniqueurs ou le public? Est-ce que ça peut être les... Avoir envie. Avoir envie, quoi d'autre? L'érection. L'érection, et oui, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, on va dire, provoquer l'érection, ou tant qu'à aider à l'érection. Ah oui, il y a quelqu'un qui lève la main et qui a apparemment une idée. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer d'autre? Je pense que ça pousse l'attirance envers les partenaires à proximité qui peuvent être du sexe qui nous attire. D'accord, donc augmenter l'attirance. Ça sent la manipulation, ça. Oh, c'est pas ma faute, c'est l'aphrodisiaque qui me pousse vers... J'aurais rien fait. La désinhibition. La désinhibition, ouais. Bonne idée, parce que c'est vrai que des fois on est un peu, on n'ose pas trop y aller, tout ça, et peut-être qu'on a besoin de prendre un truc qui nous désinhibe. En effet, c'est une bonne idée. D'autres idées? Eh ben, en tout cas, officiellement, les effets recherchés, c'est une érection facilitée ou augmentée. Et oui. Une sensation de légèreté, une libido ou un orgasme plus intense. D'autres encore sont désignés afin d'augmenter la virilité. Alors, je vous laisse réfléchir à ce que ça veut leur dire, la virilité. Je vous laisse, imaginer. Ou encore pour lutter contre l'infertilité. Ouais. D'accord. Donc, écoute, comme le public certaines personnes du public ont déjà pris des produits aphrodisiaques, des produits aphrodisiaques, en fait, je les observe pour voir si je vois des symptômes, d'accord? D'accord, ok, pas de souci. Très bien. Merci, grand maître. J'observe. Merci. Je Et regarde. donc, certains sont issus de plantes, épices, et directement consommés ou élaborés, ou encore à partir d'éléments d'animaux. Alors, donc, à votre avis, est-ce que ça marche, les aphrodisiaques? Chloé, je t'en prie, tu vas demander au public? Ou c'est moi qui demande au public? Je peux faire. Ouais, ce serait plus simple. Ouais, moi, j'ose pas demander. Alors, à votre avis, est-ce que ça fait des effets, les aphrodisiaques? Alors, pas forcément celui que vous avez pris aujourd'hui, mais de manière générale, est-ce que vous avez l'impression que les aphrodisiaques, ça marche ou pas? Oui, non, peut-être. Oui, alors, non. on a des haussements d'épaule qui sont pas très bruyants. Oui, le temps que j'arrive. Alors, je suppose que certains marchent, d'autres non. Mais moi, je me pose surtout la question de, pour tout ce qui peut venir d'animaux, les cornes de rhinocéros et autres, est-ce qu'il y a une vraie, un vrai effet? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça vaut le coup de tuer un rhinocéros? On peut se poser la question. Est-ce que c'est bien d'éteindre une espèce pour notre propre plaisir, quoi? C'est ça. Surtout que, on prend que la corne en plus. Oui, non, ça ne marche pas. Au cas où. Toi, tu penses que ça ne marche pas? Non, la corne de rhinocéros, tous ces trucs qui, en fait, tuent les animaux pour une espèce d'excitation. En fait, c'est l'imagerie. C'est l'imagerie de l'animal, de la force de l'animal, qui serait, on va dire, par l'ingestion, intégrée au corps. C'est non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Sébastien, ou est-ce que vous pensez d'autre chose? Pas du tout. Je vois des oui, je vois des pas du tout. Non, pas du tout. Faut partir de. En fait, vous prenez la question à l'envers. Faut pas se dire quel produit m'apporte de la satisfaction, mais quand j'ai de la satisfaction, c'est grâce à quel produit. Tu vois, moi, je me rappelle d'une chanson de quand j'étais jeune qui disait la bière, ça me rend amoureux. Voilà, donc je pense qu'on peut plutôt partir de ça, quoi. Pourquoi pas? C'est une façon de voir les choses. Ok. D'autres points de vue? D'autres choses? Ou peut-être quelqu'un qui lève la main? Je dirais qu'il y a aussi un peu un biais. Les aphrodisiaques fonctionnent, dans notre tête, je pense, parce qu'on est dans un contexte, quand on les consomme, où on est déjà propice à ce genre de choses. Donc je pense que c'est un peu biaisé, ouais. Ouais, d'accord. D'autres points de vue? Moi, j'ai pris un demi-carré de chocolat. Un demi? Tu l'as pas pris en entier? Non, je l'ai partagé, tu m'as dit de le partager. Donc donc t'as pris ton Si, mais ça marche, mais uniquement sur mon côté droit. Donc je sais pas comment faire, en fait. Dange qui raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors moi, j'ai pris cette boisson, je l'ai bu... Attends, alors on va parler des Au revoir, merci. Désolée. Mais on va parler, pour l'instant on parle plutôt des aphrodisiaques en général et plutôt des aphrodisiaques naturels. Et après on parlera des aphrodisiaques artificiels qu'on a testés. D'accord. Voilà. Mais je comprends, t'étais influencé par Dange qui dit n'importe quoi, n'importe quand. Comme voilà. d'habitude. Donc, est-ce que d'autres personnes qui veulent dire quelque chose sur les aphrodisiaques? Sans savoir si certains aphrodisiaques naturels marchent ou pas, déjà en fonction de l'endroit dans le monde où vous vous situez, sans savoir si les effets marchent véritablement ou pas, ce ne sera pas le même type d'aphrodisiaques qui ont le plus de chances de vous affecter ou pas. Genre c'est culturel un petit peu peut-être. On va prendre l'exemple du chocolat.
Ouais. Le chocolat a été considéré pendant très longtemps comme un aphrodisiaque naturel. Chocolat avec un haut pourcentage de cacao. D'accord. Mais globalement, la majorité du monde occidental et maintenant globalement une grosse partie du monde est totalement immunisée à cause de l'habitude de cette apparition dans notre alimentation. Ouais, je comprends. Et le mythe du chocolat, le mythe, en tout cas, la croyance, du chocolat en tant qu'aphrodisiaque a beaucoup marché en Orient, dû à l'absence de l'exportation pendant très longtemps du cacao en Orient, et donc de l'absence dans l'alimentation et des effets que ça produisait. Ouais, je comprends. C'est un peu comme la caféine, si on n'en prend jamais et que d'un seul coup on en prend, ça fait un gros effet. C'est peut-être un petit peu ça qu'on peut imaginer, par exemple. Ok, d'autres choses à partager sur les aphrodisiaques ? Non ? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'officiellement, les études mettent en avant que ça n'a pas d'effet bénéfique. Voilà, soyons honnêtes. Voilà, je suis désolée. En tout cas, ça ne marche pas, en tout cas pour tout ce qui est dysfonctionnement sexuel. Et en fait, la plupart des gens parlent plutôt d'effet placebo, le fameux effet dans la tête, etc. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Si ça marche, en fait. Hein, le fait placebo, on fait comme si on croit que ça va marcher, juste en croyant, finalement, ça peut marcher, quoi. En fait, la plupart des produits présentés comme aphrodisiaques sont surtout considérés comme tels pour des raisons de suggestion. En fait. C'est-à-dire que notamment quand il s'agit de substances produites à partir d'objets, de formes et ou de symboles phalliques. Je ne vous fais pas de dessin. Hein? Ah bon? Voilà. Non, parce que je pense que vous savez ce que c'est bon? Vous êtes grand, non? C'est bon? Sinon, je suis obligée de faire un dessin pour l'objet phallique, je ne m'en sors plus. Hein. Voilà. Sinon, ça peut être des organes proéminents, donc genre corne de rhinocéros. Ah, c'est parce que c'est la corne, d'accord. Eh ouais. Ok, vas-y, continue, ça m'intéresse. Rhizome, vous savez, c'est cette forme qu'a les rhizomes. Ouais, c'est une racine comme ça, une forme un peu particulière. Les grosses racines de végétaux, gingembre, ginseng et autres trucs de la famille, parce que j'arrive pas à dire le mot, donc vous aurez compris que c'est la famille des gingembre, merci. Organes d'animaux, symboles de virilité. Hein, on parle parfois des pauvres petites choses du gorille, du taureau, du rhinocéros aussi. Hein. Et de pénis de nombreux mammifères. Voilà. D'accord. Et donc certains parfums, sexe par exemple, ou composés chimiques ou drogues, comme les poppers, sont utilisés comme aphrodisiaques, bien qu'aucune vertu de ce genre n'ait été mise en évidence par les études scientifiques. Je suis désolée, moi je vous dis officiellement ce qui est dit. Mais vous avez le droit de pas être d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas assez étudié la chose, ça doit être ça. Hein. Faut qu'ils viennent à certaines soirées. Voilà. Hier, dans ma branlette XXL, faut quand même que je sorte l'anecdote. Vas-y, alors. J'en profitais, puisque mon compagnon était parti en voyage, de faire une masturbation XXL. Et donc, pour cette occasion, j'ai sorti la bouteille de Poppers, la belle grosse bouteille de Poppers, avec un goulot, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, avec mon iPad où je regardais une vidéo absolument magnifique, j'ai renversé l'ensemble de la bouteille qui était très ouverte dans le salon. Dans le salon. Donc en fait, ça puait le popper, sa mère, c'était dégueulasse. Et alors, impressionnant, ça sèche tout de suite. C'est-à-dire que le temps que j'aille chercher le sopalin, ça a disparu. Ah oui, et c'est du parquet, hein, c'est pas de la moquette. Hein. Ça me rappelle une soirée où on était... une soirée... olé olé, on va dire. Soirée olé olé. Dans un appartement assez mal foutu, parce que la cuisine était au bout du couloir, où se trouvait le salon. Donc il y avait souvent des contre-soirées qui se faisaient dans la cuisine, alors que tout le monde était dans le salon. C'est comme ça. On choisit pas toujours son appartement pour faire des soirées. Hein, voilà. Et il se trouve donc qu'il y a un binôme qui est parti jouer dans la cuisine, tout ça. Ils ont renversé effectivement le pot de poppers, il y en avait partout, et la cuisine était, comment dirais-je, c'était difficile d'y rentrer après, quoi, parce que le temps que ça disparaisse. Alors c'est pas disparu tant que ça, quoi. T'allais prendre des chips, tu revenais, t'étais bien allumé aux poppers en tous les cas. Mais bon, c'était pour l'anecdote. Disparu, je sais pas ce que ça. Mais alors l'odeur était là, mais ça a vraiment, c'était sec. Mais c'était une petite cuisine, je sais pas. Voilà. Bon, on fera des essais comparatifs la prochaine fois que tu viens chez moi. J'ai mal à la tête depuis 24 heures. Et bien justement, parlons un petit peu d'aphrodisiaques artificiels. Donc nous, on a testé des petites boissons. Donc voilà, moi j'ai testé Gen Love. Normalement, il y a
Solène aussi qui a testé un petit peu. Je sais pas si tu as pu boire un peu ou pas. Ouais, j'ai un peu. Nous on a partagé la même, voilà. Donc je sais pas si ça suffit d'en partager une. Il y a Sébastien qui lui, il a tout bu, voilà. Et alors Sébastien? Oh j'ai chaud. Ouais, non, c'est rien. Je te jure. Moi, j'ai le palpitant, hein, j'ai envie de. Donc ça c'est la radio, ça peut-être toujours pas. Ouais, non, c'est vrai. Alors par exemple voilà dans Gen Love, moi cette Gen Love que je goûte, moi il y a du maca et damiana, mango, pepper et rose. Donc ça se boit bien avec plein de petits glaçons. Donc voilà, poisson finement pétillante, voilà. Et alors l'effet? Bah ouais, je suis un petit peu excitée, mais d'un autre côté, quand je fais la radio, je suis toujours un peu excitée parce qu'on parle de sexe aussi, donc. Ouais, non, mais je crois que c'est la même chose. Quoi. Parce que j'étais pas d'habitude comme ça. Ouais. Hein, voilà. Ouais, un peu plus quand même. Hein. Franchement, je suis un peu plus. Ouais, mais peut-être que c'est le public, qui te. Voilà. C'est le public. Tu sais, moi je suis exhibe, alors moi. Ouais, pareil. Voilà. Pareil. Et toi, Donc, Solène, alors, ton effet, ça t'a fait quoi? Non, moi je peux pas trop d'effet, j'avoue. Non, pas d'effet, non. Pas plus que ça. C'est parce que t'as pris que la moitié, c'est peut-être pour ça. Ouais, peut-être que c'est pas assez. Voilà. Donc voilà, donc ça permet de stimuler le désir sexuel grâce aux extraits actifs de maca et de damiana. Ça c'est pour celui que j'ai bu. Et toi, celui que tu as bu, il est donc c'est l'autre canette. Voilà. Passion, chili et vanille. C'est aussi maca, damia. Mais je crois que c'est la marque, non? Oui, alors non, c'est Gen Love la marque, en fait. Ah ok, d'accord. C'est pas un jeu de mots. Macadamia. D'accord. Et dans le public, levez la main ceux qui ont bien voulu tester. Personne peut-être? Mais si, ils sont. 1, 2, 3, ouais. Ok. Et vous avez testé normalement du chocolat. Donc c'était un petit carré, je trouve c'est très mignonnement présenté dans une très belle boîte noire. J'entends, c'est pas ouf, c'est ça? Et c'est du chocolat donc normalement noir et ça contient 6 portions de 10 grammes et chaque portion en fait il y a un carré et il faut couper en 2 et donc en fait c'est 5 grammes qu'on... Parce que si on dépasse la dose, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai que le côté droit mais je sais pas. Non mais c'est à partager parce que exciter tout seul c'est bien, enfin exciter à deux c'est mieux. Voilà, mais vous remarquerez que voilà c'est forcément 2 personnes seulement. Hein, voilà, si on est plusieurs, comment on fait hein? Alors il y a une prise de parole dans le public. Ouais. On y va. Alors j'avais juste envie d'apporter ma petite contribution s'agissant uniquement du chocolat. Oui. On dit que le chocolat riche en cacao est riche en magnésium. Oui. Donc bon, si on est d'accord sur cette base, tant mieux. Oui. Et j'ai quand même constaté que si on est un petit peu fatigué, qu'on a un peu mal au crâne, petit coup de mou, on va dire, de manière générale, l'apport de magnésium, ça donne le peps. C'est vrai. Ça soulage les maux de crâne aussi. Et donc ça met forcément dans de meilleures dispositions pour des instants coquins. On peut pas dire chérie j'ai mal à la tête parce qu'on vient de prendre un morceau de chocolat quoi. Ah c'est trop tard si le chocolat est déjà consommé hein. Peut-être. Mais oui en effet peut-être que c'est peut-être pas démontré officiellement scientifiquement que ça apporte quelque chose, mais en effet s'il y a des choses qui boostent l'énergie de manière générale, si on se sent moins fatigué logiquement, il y a des chances qu'on sente plus au taquet quoi. C'est ce que j'avais envie de dire au fait au sujet des aphrodisiaques 2.0 ou 1.0 ou 0.0 peu importe. Oui. En fait tout ce qui nous met dans de meilleures dispositions dans un contexte propice est toujours bon à prendre et ça fait ce qu'on attend d'eux en fait. Ouais mais non mais j'ai pas dit que c'était du vol hein. Après pour tout ce qui est forme phallique, cornes de rhinocéros etc. c'est que de la superstition et aussi ouais. C'est pour ça que c'est très folklorique en fait. Il faut être responsable de ce qu'on fait dans sa vie. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et donc, en tout cas, moi, les petites boissons, moi, c'était plutôt bon. Je sais pas si c'était bon aussi. Donc voilà, parce que c'est bien de prendre un truc, mais si c'est pas très bon, bof. Et vous, le chocolat, c'était bon? Est-ce que vous sentez quelque chose ou pas? Ou c'était bien, c'était bon, mais bon, bof, pas grand-chose. Ou vous savez pas trop. Là, il y a apparemment quelqu'un qui dit que c'était bon. Tu peux lui passer le micro? Il a dit c'était bon, donc je répète c'était bon. Je vais pas tendre le micro. Est-ce que tu veux développer ton c'était bon? Non, oui, c'était bon. Les effets se font pas encore sentir. On va attendre un peu. Hein. D'accord, merci pour ton c'était bon développé. Il y a quelqu'un qui veut réagir derrière. Ah, c'est un autre c'était bon. Ouais, en fait, ça fait le même effet que le gingembre un peu. Ah, mais le gingembre, ça marche pas. Et ça fait quoi le gingembre pour toi? Ça chauffe un peu la tête, quoi. Ah. Ça désinhibe un peu. Ok. Voilà, mais c'est pas, ça n'a rien de fou, rectile. Ouais. On n'a pas encore trouvé la substance idéale, ouais. Je comprends. Ouais. D'accord. D'autres partages sur le chocolat? Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, que j'ai laissé pas mal de morceaux de chocolat, donc normalement il y en a d'autres qui devraient participer.
Normalement, il reste un... Non, il a partagé son bout avec monsieur. Donc, on a tout fini. On a tout fini. Rendez-vous dans une grosse heure, dans une petite heure. Après la soirée, on fait un after. Ok. Et là, on ira tester vraiment. Désolé. Après Eros Café et Pulsion, l'émission. l'Eros Café et Pulsion, la soirée. Donc désolé, chers auditeurs et auditrices qui écoutez ce podcast-là, vous n'êtes pas invités malheureusement à l'after, mais vous êtes tous et toutes invités à l'after chez Sébastien. Bien sûr, tout à fait. J'ai refait l'appartement, j'ai une love room, c'est nickel. Super. Eh ben, en effet, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit là sur justement sur les aphrodisiaques, etc. Finalement, c'est toujours sympa pour le jeu, pour se dire oh là là, on va se chauffer, oh là là, on fait un petit truc un peu coquin, un peu voilà. Donc, et même juste pour l'effet placebo, pourquoi pas ? Parce que finalement, ça nous met un peu dans le mood, dans l'ambiance, et on est vachement attentif à ce qu'on ressent, et peut-être que justement, c'est peut-être ça que des fois, ce qui peut nous manquer, c'est d'être un peu connecté à son corps et à ses envies, et peut-être si ça permet ça, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est beau ce que tu dis, Chloé. Bien dit, beau. Très bien dit. Ouais. Voilà. C'est bon, t'as fini ? Oui, j'ai fini. Oui. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Ça vient, public, ça vient. Ils sont pas obligés, tu sais. Moi, j'ai envie. Si je fais en public, c'est voilà. D'accord, ok, j'ai compris. Ok, on va faire une petite pause, chers auditeurs et auditrices qui écoutez le podcast. Voilà, et vous, cher public, on fait une petite pause de 10 minutes et on se retrouve après pour la suite. Donc, Sébastien à, je sais pas trop où. À la plage. Au plan cul. Au plan cul. Sébastien au plan cul. À tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que si je vous parle gentiment, est-ce que si je fais du bruit ASMR, peut-être que... Alors imaginez que ce soir, le soleil se couche, les nuages sont autour de ce beau soleil, c'est jaune, orange, rouge, et vous voyez ce soleil qui descend, C'est les effets du chocolat, de la boisson. Ah mais c'est de la sophro. Ok, alors je vais juste vérifier un petit truc et puis on va recommencer. Marche. Moi j'étais là. On y va ? On y va. Allez, oui. Ouais. C'est parti. Et bien voilà, alors ma rubrique ce soir c'est « Et si mon plan cul, c'était mon plan de vie ?» Je me suis réveillé ce matin avec une pensée étrange. Pas une pensée honteuse, pas une pensée brillante non plus, une pensée dérangeante mais douce comme une caresse derrière la nuque. Je vois ton sourire, Sébastien, je vois ton sourire. Oui, je sais. Ce genre de phrase, on l'entend dans un dîner de potes trop arrosé ou sur le ton de la blague après le 3e verre de vin, comme le mien. Et pourtant, et si ce qu'on appelle un plan cul n'était pas juste un corps pour la nuit, un orgasme bien rangé entre 2 textos, mais un partenaire de route, même sans projet de mariage, de bébé ni de labrador dans un pavillon de banlieue, je me suis alors demandé, qu'est-ce qu'un plan cul vraiment ? C'est quelqu'un avec qui on a du sexe régulièrement ou occasionnellement, sans engagement officiel, pas de statut Facebook, pas de nous, pas d'obligation, juste du plaisir, mais parfois, il y a plus. De la tendresse qui s'infiltre, une habitude, une complicité, une facilité à être soi. Et là, je me suis souvenu de Julien. Julien. Le Julien que je connais ? Non, un autre. Julien avec son sourire d'ado et ses mains trop curieuses. On avait commencé comme 2 étrangers qui cherchaient juste à se consoler de l'hiver. Mais au bout de quelques mois, je me suis surpris à l'attendre avec des petits plats, à lui raconter ma journée, à rire de ses blagues un peu nulles. Ce n'était pas de l'amour, c'était doux, facile, confortable, comme un vieux pull qu'on ne veut plus quitter. Et j'ai pensé, est-ce que je suis en train de construire ma vie sur une liaison sans étiquette ? Alors je vous pose la question à vous, chers auditeurs. Est-ce que vous avez déjà eu un plan cul qui a commencé à ressembler à autre chose ? Qui a dégénéré, tu veux dire ?
Tu veux dire, Oui. tu poses la question au public? Oui. Ah bah alors attends, Chloé va prendre le micro, on va aller dans le public. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des plans cul qui ont dégénéré? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que, hélas, pouf, plan cul, ça a dérapé, on est tombé amoureux, quoi? Par contre, on a que des couples là ce soir, donc. Ah. Oui, mais, et alors, peut-être qu'ils Je ont sais pas, commencé ils vont comme tous. nous, quoi. Genre, nous, c'est un plan cul qui a dérapé, hein, je rappelle. Hein. Il y en a d'autres? Non, vous voulez pas, vous balancez pas? D'accord. Il balance pas. Ok. Ah, si. Ah si, Ça balance. ça balance. Je sais pas trop si je colle dans le topic. N'hésite pas à parler bien dans le micro. Oui, je vais essayer. Est-ce que ça compte comme plan cul quand on est amis de base? Donc plus free and with benefits? Ah. Et, du coup, dans un sens, c'est pas de l'amour, mais il peut y avoir de la tendresse ou de l'intimité présente qui est là, qui pourrait ne pas être dans une personne qu'on rencontre seulement pour le sexe. Donc, genre, ce serait quelqu'un d'abord plan cul, et puis en fait, il devient un ami. Non, d'abord un ami. Ah, d'abord un ami, et que finalement, ça se transforme en plan cul. Oui, c'est. Est-ce Oui, que ça tout rentre? à fait, ça rentre Ça rentre. complètement. Ça C'est rentre. ce Hein. flou artistique. Pour le terme de plan cul un petit peu trop limitatif, c'est pas, on n'est pas passé d'une relation à l'autre. Il y a eu, enfin, parce que je sais pas, c'est peut-être juste ma vision biaisée du terme plan cul, mais il n'y a pas eu la perte de l'amitié avec l'introduction d'une intimité plus importante. Ça, c'est une chance. Oui, parce que c'est pas de partout. Hein. Il y a des C'est gens où assez ça rare. y est, il y a du sexe, et d'un seul coup, on peut plus être copains. C'est plus difficile. Il y a quelqu'un qui veut réagir aussi ici? Oui. Alors, l'amitié est déjà une forme d'amour en soi, qui C'est repose sur l'intimité, c'est-à-dire la communion des idées, le partage d'échanges profonds. C'est déjà une forme d'amour, l'amitié. Donc, je pense que si on est amis, c'est déjà plus un plan cul, du fait de cette relation qui est déjà avancée et qui est impliquante, engageante. Merci pour ce partage. Eh bien, on enchaîne. Ok. Pas une grande histoire d'amour, juste un compagnon d'intimité, un allié du quotidien, une présence qui rassure. Et si c'était ça le bonheur? Pas la passion hollywoodienne, mais un lien charnel et doux, sans pression, qui devient un refuge. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche dans une relation? Du sexe? Oui, mais aussi de l'écoute, du respect, de la joie partagée, du soutien, parfois juste une main sur la cuisse en silence. Et si notre plan cul, celui qui sait exactement comment nous faire frissonner, celui avec qui on ose tout, devenait aussi celui avec qui on ose la vie? Pourquoi notre société sépare-t-elle si radicalement le sexe du sérieux? Comme si un bon coup ne pouvait pas être un bon compagnon, comme si le plaisir devait être léger, superficiel, jamais durable. Et là, je pense à toutes ces histoires qu'on cache, ces relations sans nom qui durent des mois, des années, dans l'ombre du couple officiel ou de l'attente de l'amour véritable. Et si on arrêtait de chercher la bonne personne pour vivre toute une vie et qu'on se demandait plutôt avec qui est-ce qui je me sens vivant? Avec qui je ris, je jouis, je me détends, avec qui je peux être moi sans filtre, sans honte. Est-ce que le sexe, quand il est bon, régulier, libre et tendre, n'est-il pas une forme d'amour? Peut-être qu'on devrait arrêter de vouloir toujours tout définir, tout planifier. Peut-être que le plan cul, c'est le seul espace de liberté où on peut réinventer l'amour à notre manière. Alors ce soir, je vous invite à réfléchir et à partager. Avez-vous déjà vécu une histoire où le sexe a été le socle d'un lien plus grand, plus vrai? Plus vrai que ce que vous auriez cru? Avez-vous un plan cul que vous n'arrivez pas à quitter? Pas parce que c'est torride, mais parce que c'est doux, évident, comme une petite maison dans la tempête. Et surtout, et si votre plan cul c'était le seul à vraiment vous comprendre? Sans jugement, sans projection, juste vous, lui ou elle ou eux. Est-ce que ce ne serait pas, au fond, un vrai plan de vie? Ce soir, j'avais envie de vous parler de ces liens qu'on ne nomme pas, mais qui comptent. De ces présences dans nos lits qui finissent par envahir nos cœurs. Parce que parfois, ce n'est pas la personne avec qui on pense construire l'avenir qui nous fait du bien. C'est celle avec qui on partage un matelas, une cigarette, un silence. Alors dites-moi, et vous, votre plan cul,
c'est juste un corps ou un possible projet de vie? La question est ouverte. Est-ce que tu poses la question à tout le monde? Oui. Voilà, vous avez 2 heures. Alors, voilà. moi, Apparemment, Dange n'a pas besoin de 2 heures. Et j'ai pas besoin de micro non plus. Ah oui, en effet, il a un micro, il a de la chance. En tout cas, moi, ça m'ouvre de ce que tu dis, Sébastien, par rapport à ça. Ça m'ouvre peut-être un débat qui va dans l'autre sens, chronologiquement parlant. Et c'est vrai que je parle de ma vie, mais je ne sais pas si ça peut parler aux personnes qui sont dans le public, aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Bien souvent, lorsqu'on se met en relation d'une façon ou d'une autre, peu importe par où on commence, il y a la première année et demie, où tout est beau et merveilleux, même sexuellement parlant. Et c'est seulement après qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément fait l'une pour l'autre, qu'on dématche. Et c'est vrai qu'on se pose pas la question au départ de savoir la personne avec qui je me mets, avec qui je me sens attiré, ça se passe bien, il y a du cul, mais ça se passe bien, mais il y a du cul, mais ça se passe bien. Et au bout d'un moment, on se rend compte, peut-être au bout de certain nombre d'années, qu'en fin de compte, non, le cul, ça va pas. Et que je sais pas si ça a un lien avec ce que tu racontes, Sébastien, mais il faudrait avoir une conjonction des deux. Il faudrait tester les plans cul. Il faudrait pouvoir les tester pendant 1 an et demi en parallèle, ça irait plus vite, hein, voilà. Pour à la fin de voir, avec ce plan cul-là, je me sens aussi bien dans le reste. Je sais pas comment toi tu vois la chose, Sébastien, mais je parle de mon expérience personnelle, c'est difficile d'avoir les deux à la fois. Enfin, c'est difficile, je sais même pas si ça existe, en tout cas pour moi. À la fois avoir l'amour, on se sent bien avec la personne, et en même temps, sexuellement parlant, ça me correspond. Et en même temps, lorsque je me dispute avec les personnes, je me venge pas en disant je veux pas faire de sexe, parce que le sexe c'est aussi une interaction dans le couple, voilà. Donc je sais pas si j'ai pas embrouillé tout le monde en plus avec mes questions. non. En tout cas, pas moi. Vas-y, il y a des gens, je crois, qui ont hoché la tête, donc il y a peut-être des gens qui voudront aussi continuer à parler aussi. Hein. Bien sûr. En fait, je crois qu'il y a autant de réponses que de personnes. Toi, tu as envie de tester les plans cul et de voir si ça va ou si ça va pas. Avant d'être amoureux, ouais. Oui. Enfin, je schématise. Hein. Ouais. Moi, j'ai d'abord cherché à baiser et j'ai beaucoup cherché. Oui. Voir les épisodes précédents. Voilà. Ah oui. Et je cherche un peu moins, mais je peux chercher encore. Même le sable dans la plage. Voilà. C'est ça. Oui, bien sûr. Même le sable dans la plage. Bah oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, ça m'est arrivé dessus par hasard, quoi. Comme ce que je raconte là. C'est-à-dire que c'était pas du tout un truc prévu. Et heureusement pour moi, j'ai pas testé tous les plans cul de la Terre, mais je me suis appris à me connaître. Voilà, c'est pour en arriver là, ouais. Tout à fait. En fait, je crois que il faut bien se connaître pour ensuite envisager d'autres aventures. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Voilà. À vous, public, vous avez il y a des réactions. Évidemment, c'est très personnel ce que je dis. Bien sûr. On parle en tant que jeu. Pas de généralité. Et chacun parle en tant que jeu, c'est mieux d'ailleurs. Je n'ai pas non plus eu 300 plans cul. Par contre, essaie de marquer bien dans le micro. Je n'ai pas eu 300 plans cul. Tu n'es pas obligé de dire ton body count et on ne te jugera pas sur ton body count. N'hésite pas à mettre le micro sur le menton. Non, mais le truc souvent, c'est quand on a un plan cul, c'est l'absence d'implication ou de responsabilité ou. C'est le truc, c'est la liberté en fait. Quand on commence par plan cul, ça peut être perçu comme ça. En général, je ne veux pas d'implication, je ne veux pas d'obligation, d'un rendre de compte, quoi que ce soit. Et quand ça évolue, moi je les ai eu évoluer. Le problème, c'est quand ça évolue. Alors, je suis peut-être super vieux jeu. Il y a un moment, un plan cul qui dure pendant des mois, voire des années, avec qui on construit le truc. Il y a un moment, je suis contre les cases, mais quand même, faut quand même définir la relation. Et le problème, c'est que ça fout la merde absolue. Parce que même si la relation reste la même, le fait de lui coller une étiquette colle une pression qui n'existait pas à la base, alors que la relation est exactement la même. C'est-à-dire, on vit ensemble, on couche ensemble, on se fait des petits dîners, on a envie de faire plaisir, on fait des petits jeux, c'est cool. C'est une vie de couple en vrai. Mais le fait de mettre l'étiquette plan cul, c'est pas de pression. Mais en vrai, au bout de 2 ans, il faut arrêter de déconner quand on est en couple. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça hyper compliqué et je trouve parfois que les étiquettes que les gens refusent de mettre ou se forcent à mettre gâchent radicalement les relations qu'on peut avoir. Voilà, c'était mon intervention. Désolée. Écoute, c'est mais pile poil le truc que je vis.
C'est que j'ai rencontré mon mec dans un bordel et dans un vrai bordel. C'était la guerre. J'ai pas gagné. Ah d'accord. Bon, c'est une autre histoire. Oh, tu nous expliqueras, ouais. Et en fait, c'était hyper évident notre relation. Et je l'ai oublié pendant 2 semaines. Et puis ensuite, on s'est retrouvés à refaire un bordel XXL. Et puis ensuite, on a dit mais surtout pas on vit ensemble, surtout pas on est en couple classique. Et en fait, on était en plein dedans. On était hyper classique, on faisait tout ce qu'on avait dit qu'on ferait pas, on l'a fait. Donc on habite ensemble. Il faut suivre le fil Insta de Sébastien. Que je n'ai plus. Que je n'ai plus. Non, il faut écouter les épisodes de Pulsion pour pouvoir suivre. Mais je te suis. En fait, c'est le problème de la société. En fait, c'est qu'elle nous impose insidieusement des étiquettes, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Et donc, c'est très difficile de s'en sortir, d'être honnête et responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on vit. Apparemment, ça réagit. Moi, ce que je trouve hyper triste, c'est que les gens, dès qu'on dit qu'on est en couple ou qu'on forme quelque chose, les gens pensent que c'est forcément une relation qui va être chiante, pleine de corvées, de rendre des comptes et machin, alors que moi, j'ai jamais demandé de compte à qui que ce soit. Enfin, en plus, on est ici, les gens qui sont ici, on sait très bien aussi qu'on a des vies différentes, des kinks, des envies, des besoins. Et je trouve ça complètement con que sous prétexte de dire qu'on aime quelqu'un, qu'on aime même juste passer du temps avec quelqu'un, qu'on apprécie une personne, ce qui n'est pas forcément la déclaration d'amour de genre finissons nos jours ensemble, ça casse tout comme si on devenait des gens chiants et qu'on allait finir à fliquer tout le monde. Je trouve ça hyper regrettable, mais malheureusement, en tout cas en vanille c'est systématique et je trouve qu'en même en milieu BDSM ça arrive vachement, c'est genre on joue mais on fait des trucs ensemble, on se fait des expos, on fait plein de trucs, mais c'est genre ah non on n'a pas de relation, je parle même pas de couple, je parle juste ce n'est pas une relation, je vois pas c'est pas une insulte je trouve de dire qu'on est en relation avec quelqu'un, je comprends pas, mais je suis peut-être hyper vieux jeu, je suis désolée. Non, mais t'excuses pas, c'est ce que tu vis. C'est même tout le contraire, en fait. C'est ce qu'on essaye de vivre ici, je pense tous. C'est justement de sortir ce carcan. Moi, le premier, le couple, c'était chiant. Et j'ai dû apprendre à me connaître et à rencontrer quelqu'un qui accepte que je l'aime profondément et que j'ai envie de baiser avec aussi tout le reste de la terre. Et oui, c'est et pas voilà, compatible. et ça change rien, en fait. Ça n'enlève en rien. Exactement, tout à fait. Et quelqu'un qui comprend ce que j'ai envie de vivre ou ce qu'il a envie de vivre et qui le partage. Parce que ça aussi, c'est compliqué à trouver. Quelqu'un avec qui, insidieusement, on n'impose pas quelque chose. Ou pour garder le couple, l'autre va accepter des choses qu'il n'a pas envie d'accepter ou qu'elle n'a pas envie d'accepter. Donc là, j'ai rencontré enfin quelqu'un qui partage ces mêmes ressentis, c'est-à-dire que l'amour, la sexualité, c'est des choses différentes et c'est en même temps la même chose. Ok. Après, moi, si je peux compléter, moi j'ai pas mal de friends with benefits, on va dire, voilà, des sex friends. Et en fait, en effet, on a d'abord fait du sexe. Et puis, comme on se voit régulièrement, comme je vois régulièrement des amis, et souvent on commence par discuter, on fait un repas, un dîner, et puis après on fait des trucs, et puis voilà. Et donc en effet, quand quelqu'un d'autre parlait à propos de justement, oui mais l'amitié c'est déjà de l'amour, etc. En effet, c'est un peu ce que je vis avec plusieurs de mes partenaires, et il y en a certains, c'est des partenaires qui durent depuis... Le plus vieux, je crois que c'est... Je sais pas, je tiens pas le compte. Si, je sais, mais c'est pas moi de tenir le compte. Je crois que c'est quoi? C'est 8 ans, peut-être 7 ans, je sais plus. Je sais pas. Donc, non, mais il est au courant de tout, donc c'est parce qu'il m'a aidé justement à commencer la relation, donc entre guillemets, donc voilà. Mais il va pas me dire qu'il a une relation, on dit plus qu'on est des amis et on fait des trucs. Voilà. Donc... Mais oui, bien sûr. Oui, mais quand on va voir entre amis de la tendresse, quoi. Alors il y a des gens peut-être qui veulent réagir aussi, et prendre le micro peut-être. Tu veux parler Alors, on est en train de parler de tendresse et de fouet. Bien entendu. Non, je disais juste qu'on peut se faire fouetter avec tendresse. Mais bien sûr.
partagé. Ah bah, je me fais pas photo avec n'importe qui. Non, je disais les trucs, voilà, c'est une grande tendresse que de partager la passion, le kink, le truc. Je trouve que c'est des émotions très fortes. C'est pas juste une espèce de truc. Alors on peut avoir des envies bestiales et tout, mais même l'aftercare, tout ça, c'est des sentiments qui sont pour moi, qui sont très purs. Bon, les vanilles nous voient comme des espèces de monstres hyper lubriques, mais en vrai, je trouve que tout ce qu'on fait a été fait avec une grande. Enfin, moi, je le vis avec une grande tendresse. Enfin, quand j'ai des bleus le matin, je suis là, je les chéris comme. C'est presque de l'appartenance. C'est des trucs très tendres. Et c'est des émotions très. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que on partage des trucs intenses où on se met en vulnérabilité parfois, que quand même on partage des choses qu'on ne partagerait pas avec tout le monde et qu'on sait qu'hélas tout le monde ne comprend pas ce qu'on aime. Et c'est vrai qu'on partage des trucs où on se met vraiment à nu en fait et on est vraiment qui on est et ce qu'on aime. Et c'est vrai que oui, c'est pas forcément neutre en effet, bien sûr. Ouais. Aussi. Ouais. Et c'est. Oui, tu veux dire quelque chose, Sébastien ? C'est là où est le cœur du BDSM en fait. C'est qu'on s'offre ou on se donne à l'autre plus que un rapport sexuel vanille traditionnel. On ose être soi. Disons que parfois peut-être les personnes vanille restent peut-être dans le schéma classique où il faut faire tac 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 tac. Enfin, vous avez vu dans les films, c'est toujours à peu près pareil, ce qu'ils font. Ouais. Et donc, finalement, on nous apprend de manière inconsciente que voilà, il faut faire ça et ça pour qu'un rapport sexuel soit considéré comme OK. Et alors que nous, on sort de ces schémas-là, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Ok, c'est bon, c'est fini pour toi, Sébastien ? C'est fini, oui. Et voilà, mais je trouve que c'est, pour une fois, non pas du tout, je trouve que c'était vraiment très intéressant. Merci Sébastien. Merci. Voilà. Le public applaudit, donc on peut applaudir, voilà. Merci. Voilà. Merci. Avant qu'on passe à la suite, un petit message de la part de l'établissement qui nous accueille. Donc, normalement, il sert les plats, les pizzas à boire, etc. Il encaisse au fur et à mesure. Mais comme on est en plein débat, ils encaisseront à la fin. Donc, n'oubliez pas, en partant, d'aller payer ce que vous devez. Autrement, c'est Sébastien qui paye. Oui, parce que moi, j'ai acheté les aphrodisiaques. Donc, on a dit qu'on se répartissait un peu. Et moi, non, voilà. Ok. Quelle violence. T'es pas money slave ? Non. Ok, on écoutez. cherche un money slave d'ailleurs pour nous financer. C'est pas mal. J'étais pas au courant, ok, d'accord. On va passer à la suite. Et donc la suite, si je me trompe pas de bouton, c'est Solène. Oui. C'est parti. Est-ce que vous pensez, vous, qu'une femme peut parler d'érotisme librement ? Non. Alors, comme vous le savez, depuis que j'ai écrit le spectacle Plaidoirie d'une soumise, je reçois régulièrement des messages du public dont les sujets abordés sont toujours très intéressants. Et c'est avec le message d'Alma que je vous propose aujourd'hui de réfléchir tous ensemble et d'échanger nos points de vue. Voici son message. Chère Solène, dans votre spectacle Plaidoirie d'une soumise, vous parlez de la liberté de la femme par le prisme de l'érotisme. Et surtout, vous permettez le doute du public et la possibilité de vraiment réfléchir sur les sujets que vous abordez. Vous ne servez pas un propos tout tracé, tout blanc ou tout noir. Vous jouez avec les normes, les limites, y compris celles de l'art, l'acceptable et l'inacceptable. Voilà, je suis artiste plasticienne et j'essaye depuis peu de mêler l'érotisme à mon travail, mais je bloque. Voilà, je bloque. Je trouve que c'est vraiment pas évident, en tant que femme, de parler d'érotisme. Alors, pour cette nouvelle chronique, je vais vous embarquer dans l'histoire sans fin
dans les méandres sinueuses de ma cervelle, puisque je vais frôler la philosophie de l'art lorsqu'il parle d'érotisme, et surtout quand on est une femme artiste. Alors, pour la petite anecdote qui n'a rien à voir avec ma chronique, avec mon manque de confiance en moi légendaire, j'ai envoyé ma chronique à ChatGPT pour savoir si ce que j'avais écrit était intéressant. Maître ChatGPT, donc. Mais non. Maître ChatGPT. Et alors, il a dit quoi? Et l'intelligence artificielle m'a répondu, en gros, que l'intérieur de mon cerveau ressemblait à un épisode de Black Mirror, version interdite aux moins de 18 ans. Mais non. Oh, il est prude. Dis donc, on écoute d'éduque chaque GPT, quoi. Faut lui dire plein de trucs, là. Faut qu'il génial. apprenne des choses. Ça va pas du tout, hein. Et c'est grâce à Sébastien, finalement, que de temps en temps, je dialogue un peu avec ChatGPT. Enfin bref, c'est une autre histoire. Je l'utilise pas, bien sûr. Donc, je ne sais pas si je dois me mettre à flipper de moi-même, mais pour commencer, j'aimerais partir d'une expérience que je vis moi-même avec mon spectacle. Une expérience qui met parfois encore un petit doute quant à ma manière et surtout à mon droit de parler d'érotisme féminin tel que moi, j'en ai envie. Alors, pour celles qui n'ont pas vu le spectacle, Plaidoirie d'une soumise, ça parle d'une avocate qui défend son client et qui est accusée d'actes de torture et de barbarie sur sa compagne. Il se trouve que cette femme est sa soumise, qu'ils ont un lien BDSM et que donc, elle était consentante de ce qu'ils ont pu vivre ensemble. La pièce, c'est donc une plaidoirie qui est entrecoupée de retours dans le passé, qui montre au public des scènes de vie de ce couple. Et je tiens à dire que plaidoirie, ça fait un peu plaidoirie, c'est pas du tout dans un tribunal. Enfin, c'est vraiment très vivant. Voilà, c'est pas juste une heure et demie de plaidoirie. Voilà, tout à fait. Précise. Et donc, le but de la pièce, c'est de monter crescendo dans l'intensité des scènes pour susciter des réflexions au public. Et parmi ces scènes intimes se trouve une scène qui trouble, voire qui dérange plus que les autres. Une scène de vente aux esclaves. Bon. Alors je précise, ça allait peut-être le dire, quand il y a une bande audio où on entend des hommes qui voient arriver la soumise qui va être vendue, et donc on entend tous les hommes parler, beau lot à acheter, etc. etc. Est-ce qu'on continue sur Tout à fait. Donc bon, dit comme ça peut paraître un peu tendu, mais en fait, la soumise qui est à ce moment-là mise en vente au cœur de l'Assemblée prend plaisir et elle consent parfaitement à ce qu'elle vit. Et ça se voit par des petits détails de jeu de la comédienne. Enfin, de moi. Enfin, bref. De la comédienne, Mathilde. De la comédienne. Et donc, la remarque qui me revient parfois, c'est que la soumise n'exprime pas son consentement clair. Et ça dérange. Et ce qui m'a aussi posé la question, c'est que l'année dernière, j'ai fait appel à un diffuseur pour mieux vendre le spectacle. Il me demandait de rajouter une réplique au début de cette scène pour que la soumise exprime clairement le consentement. Alors, quand il m'a proposé ça, j'ai refusé pour différentes raisons. Mais bref, ça va amener donc toutes mes questions que je vais vous poser maintenant. Alors, a-t-on besoin, dans l'art érotique, de mettre un petit astérisque qui dit « Toutes les scènes de cet imaginaire sont garanties avec consentement fictif certifié ». Est-ce que mon imaginaire doit être aussi sécurisé qu'un plan Vigipirate ? Oui. Ça me ferait peut-être du bien en même temps. Ou pas. En tout cas, moi, à un moment donné, quand ça me revenait comme ça, j'ai presque eu envie de distribuer des brochures pédagogiques à la sortie du théâtre. Alors, c'est pas que en soi c'était une mauvaise idée, mais je me suis demandé, est-ce que c'est encore de l'art si j'en viens à faire ça ? Et surtout, est-ce que ça respecterait encore ma démarche artistique qui était celle de troubler le spectateur et d'être suffisamment impactante pour provoquer des réflexions ? Alors, en tant qu'artiste, et particulièrement en tant que femme artiste, je ressens comme Elma une certaine pression à parler d'érotisme. Quand je créais le spectacle de Plaidoirie d'une soumise, je pensais pouvoir être libre de créer ce que je voulais. Et avec le temps, avec les retours du public, etc., je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Et qu'en tant que femme, on a quand même une responsabilité aujourd'hui. Alors, sur le baromètre de la liberté d'expression et de création, à quel endroit se situe exactement une femme artiste qui parle aujourd'hui d'érotisme ? Son art érotique doit-il venir contrebalancer des siècles de patriarcat et réinventer les rapports de pouvoir entre les sexes ? Et si l'érotisme dont je veux parler est une sexualité à contre-courant qui épouse certaines normes patriarcales,
Est-ce que ça signifie que je milite contre le féminisme ? Le personnage de Pénélope dans la pièce exprime son plaisir et son épanouissement dans sa soumission à son maître. Est-ce que du coup on écoute ce qu'elle a à dire ou est-ce qu'on doit la corriger politiquement alors que c'est un personnage ? L'art, aussi imaginaire soit-il, a toujours été un reflet de la société. Et l'érotisme en est une composante complexe et fascinante. Alors, petit détour rapide historique. Pendant longtemps, l'érotisme dans l'art, c'était une affaire d'hommes. Les femmes, elles étaient souvent couchées, nues, silencieuses, belles. Qu'est-ce qu'elles sont belles quand elles sont silencieuses ? Bref, modèle vivant, mais complètement muet. Et puis des artistes sont venus changer ça et elles se sont dit si on arrêtait d'être des objets pour devenir les autrices de nos désirs. Et ces artistes transforment alors l'acte érotique en un terrain d'expression personnelle. Elles questionnent les normes de genre, de pouvoir, elles créent un espace où les femmes ont le droit, pour une fois, d'exprimer leur sexualité sans culpabilité ni stéréotype. Dans une œuvre érotique, qui détient le pouvoir ? Celui qui crée l'image ou celui qui la regarde ? Et que penser quand ce sont des femmes qui elles-mêmes s'objectifient dans leurs œuvres ? Est-ce qu'elles sont justement les sujets ou est-ce qu'elles deviennent des objets vides et sans âme, sans combativité et sans féminisme ? Créer de l'art érotique peut être un acte de résistance face à des normes de répression, en particulier les normes qui imposent des comportements ou des identités sexuelles limitées. L'art peut être une manière de revendiquer la diversité des expériences sexuelles, de réaffirmer les plaisirs et les désirs légitimes de chacun pour rendre visibles et inclure, accueillir avec bienveillance des formes de désir qui ont été historiquement rejetées ou marginalisées, comme le BDSM, comme le désir féminin queer par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être féministe dans l'art ? Franchement, je suis un peu perdue. Moi, j'ai l'impression de défendre la liberté de la femme avec plaidoirie d'une soumise, mais finalement, en fait, je sais pas. En tout cas, je pense que l'engagement féministe n'est pas une obligation pour toutes les femmes créant des œuvres érotiques. Chaque artiste, après tout, a le droit de choisir de s'engager ou non, politiquement ou socialement dans son œuvre. L'art, pour moi, est avant tout un moyen d'expression personnelle. Certaines femmes peuvent ne pas ressentir le besoin, par exemple, de s'identifier à un courant féministe, mais plutôt d'explorer la sexualité et le désir de manière individuelle, artistique, voire même transgressive. Je crois que créer de l'art érotique en tant que femme, peu importe la forme finale, est déjà une forme de féminisme, en affirmant son droit à créer librement. Librement, oui, mais jusqu'à quel point ? L'art est une projection du rêve et de la créativité d'un artiste. Peut-on représenter n'importe quoi, dans le sens où l'imaginaire n'a jamais de limite ? Par exemple, pourrait-on érotiser une scène de viol ? Et là, j'appelle à la barre Disney. Disney, oui. Il était une fois l'absence de consentement dans un dessin animé de 1959, La Belle au bois dormant. Vous savez, La Belle au bois dormant, c'est ce film qu'on nous a montré étant enfant pour nous apprendre, tu peux être réveillé par un inconnu qui te roule une pelle pendant ton coma. C'est ok en fait, let's go. La Belle au bois dormant. Ça c'est la version de Disney. La version d'origine est plus gore. Mais je t'en laisse continuer. La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, c'est quand même des sacrés cas d'école de non, c'est un non, même dans ton sommeil. Avec ça, on a quand même tiré la carte chance pour aller jusqu'au départ et éviter de passer par la case prison. Et il était aussi une fois La Belle et la Bête et son érotisation du syndrome de Stockholm, version comédie musicale. Pocahontas, Esmeralda, entre hypersexualisation de la femme et fantasme colonial. Enfin bref. Peut-on représenter une scène de viol de manière érotisée ? Alors là, je vous entends déjà dire « mais enfin, Solène, et oui, je sais, je suis d'accord, c'est dérangeant, clairement. Mais si c'est pas un acte, mais un fantasme, est-ce qu'on a le droit de le mettre en scène dans une œuvre d'art ? À partir du moment où le propre d'une œuvre d'art, c'est de le partager avec un public et donc une sensibilité différente. Est-ce que l'art peut rester dans le domaine du rêve ou est-ce qu'il doit se contraindre au réel ? Au contexte social, culturel, au travers des époques. Appartient-il encore au fantasme dès lors que l'art s'ouvre et se partage avec un public ?
Il y a la liberté individuelle, l'expression individuelle de l'artiste, mais il y a aussi l'aspect du public d'une œuvre. L'œuvre a un public, elle se partage, et la réception de l'œuvre dépend donc du vécu de chacun. Est-ce qu'on doit en tenir compte ? Mais si on fait ça, ça voudrait dire adapter une œuvre d'art à des milliers de sensibilités différentes, ce qui est impossible. La sensibilité de chacun a le droit d'exister, mais est-ce qu'elle peut s'imposer à toutes les autres ? Et est-ce que la mienne peut s'imposer aux autres ? L'art a cette particularité qu'il fait la passerelle entre le domaine du rêve, du fantasme et de la réalité, car il a une expression matérielle qui peut être visible. Elle peut être audible, ou du moins sensoriellement perceptible par l'homme. Mais est-ce que l'art peut encore rêver, librement et sans limite ? Faut-il un encadrement de ces œuvres qui pourraient être jugées hors normes ou provocatrices, immorales, interdites ? Est-ce que l'art peut être immoral et inacceptable, tout comme l'intimité peut être considérée comme immorale, voire inacceptable ? Mais comment juger alors de ce qui est immoral ou ce qui devrait être interdit dans le domaine de l'intime ? Et donc, comment juger ce qui serait une mauvaise représentation artistique de l'intime et de la sexualité d'une femme ? Dans le sens où la réception d'une œuvre d'art dépend de chacun, puisque c'est le propre de l'art, toucher chaque personne du public individuellement de la manière qui lui est propre, à travers des émotions qui lui sont propres. Donc, pour conclure et avant d'ouvrir la parole au public, je dirais que je pose beaucoup de questions sans forcément avoir des réponses. Je me construis encore en tant qu'artiste et surtout, je me construis encore en tant que femme dans le monde d'aujourd'hui et j'ai encore beaucoup de chemin. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est a-t-on une responsabilité en tant que femme et surtout un devoir quand on parle d'érotisme dans l'art ? Est-ce que l'art peut encore rêver ? Ou est-ce qu'il faut qu'il se réveille comme Blanche-Neige avec le baiser du réel sur le front ? Alors, avant... Oui, bravo. Alors, avant de passer la parole au public, j'aimerais intervenir, avant que j'oublie, parce que je suis assez oublieux. Dernièrement, je suis allé voir une exposition au château de Versailles. Alors, c'était pas du tout sur les peintures de Louis XIV de l'époque, c'était sur un artiste peintre qui peint à partir de photos. Et la majorité de ses œuvres, c'était des œuvres tirées des Fight Street de banlieue, on va dire, dans des parkings souterrains. On voyait des garçons à capuche en train de se taper dessus, en train de s'agripper, etc., etc. Mais c'est très stylisé, donc c'était surtout sur le mouvement des corps. Je fais des gestes avec la main. On voyait un qui attrapait l'autre comme ça, vous voyez. Donc ça, c'était vraiment des courbes, une sorte de catch. Et bien entendu, c'était des peintures, donc c'était immobile. Donc on voyait Donc moi j'aimais beaucoup par rapport à ça et je suis tombé en extase, vraiment en extase quand je suis tombé sur une autre peinture, toujours de cette série-là, où là c'était vraiment en extase. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était une peinture qui se passait non pas dans un sous-sol cette fois-ci, mais c'était dans une station-service désaffectée, un peu post-apocalyptique. On voyait encore pareil des scènes de bataille entre une dizaine d'hommes, etc. Et au premier plan, il y avait un homme qui chopait une femme. On voyait que la femme voulait partir et que lui la chopait. Je peux imaginer qu'après il allait lui faire des trucs pas bien. Et là j'ai dit ouais, ça m'aurait personnellement embêté de voir toute la violence entre guillemets scénarisée de la banlieue telle que je me l'imagine. Je vis pas en banlieue, c'est tel que je me l'imagine, sans que ce côté un homme qui chope une femme ce soit pas là, ce soit édulcoré. Je valide pas du tout le fait qu'un homme chope une femme. C'est juste me dis, moi en tous les cas, ce qui m'a plu, c'est la proximité avec le réel, même si les peintures étaient très stylisées, la proximité avec le réel. Je dis, ah oui, les Fight Street, c'est aussi des femmes qui se font choper par des mecs. Voilà. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est juste, ah ouais, là c'est complet. Je pense que l'artiste, de ce côté-là, quand il lui est venu l'idée, c'est pas censuré. Alors c'est un artiste homme, ok, ça aurait pu être un artiste femme, c'est pas le propos. Voilà, donc moi j'ai bien aimé la non-censure de l'artiste par rapport à ça. Maintenant, il y a eu, je sais pas combien de questions, 30, 40 À vous, public, à vous, Chloé ou Sébastien, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui lève la main, en fait, donc je pense qu'il a envie de parler. Et je pense que ça a suscité beaucoup de réflexions dans le public. J'ai vu les gens réagir, donc je pense qu'il y a plein de choses qu'ils veulent dire. On vous écoute. Alors, moi, je trouve que ton discours a beaucoup résonné avec un film que j'ai vu qui s'appelle Irréversible, qui est de Gaspard Noé. Et quand, au début, tu parlais du fait de
pousser à la réflexion chez le spectateur. Je pense que c'est la même démarche pour ce réalisateur dans Irréversible, de montrer une scène très choc, très... ça avait fait scandale à l'époque où c'était sorti. La question derrière, pour moi, c'était plus, est-ce que ce choc, c'était une volonté d'ouvrir l'esprit des gens à ce qui peut être montré en tant qu'art, ou est-ce que c'était juste du choc pour finalement créer de la tension ? Je ne sais pas. Gaspard Noé est un personnage complexe, donc c'est difficile à discerner. Quel était ton ressenti quand tu as vu cette scène ? Alors d'abord de la consternation, parce que j'ai un pote qui m'a dit en études de ciné, vois ce film, lis pas le synopsis. Donc en premier lieu c'était de la consternation, et ensuite c'était un peu une grande réflexion entre l'horreur de ce qui était représenté et le fait que, en tant que vidéaste, je me dis aussi, il y a des caméras autour et on laisse cette scène se jouer sans qu'il y ait... ça a été ma grande question derrière, c'est est-ce qu'il y a eu 15 fois où ils ont tourné la scène parce qu'à chaque fois il y avait un caméraman qui se sentait mal d'être là, en fait, tout simplement. C'est quel choc est-ce que ça peut aussi produire derrière, déjà pour les gens qui l'ont vu en direct au cinéma et pour les équipes. C'était plus ça ma réflexion qui est venue en premier lieu. Ça a été pour moi un moment de malaise violent, quoi. C'est-à-dire que j'étais spectateur de quelque chose que je validais pas. Et j'avais beau savoir que c'était du cinéma et tout, je savais aussi les trucs derrière ça, c'est-à-dire que les acteurs et l'actrice, ils ont souffert. En regardant ça, je validais la souffrance, ce qui arrivait, ce qui pouvait arriver. En même temps, ne pas regarder, c'est vouloir dire ça n'existe pas, ça ne me concerne pas. J'étais dans c'est toute la limite entre le fait de choquer et le fait de traumatiser, en fait. Ouais. Au final, le spectateur, parce que je pense qu'il y a dû en avoir des personnes traumatisées par la scène et qui ont été extrêmement perturbées par cette dernière. Et la volonté aussi du réalisateur de créer cet état de choc. J'avoue que quand j'ai vu le film au début, je me demandais qu'est-ce que ça faisait là. Ouais. Et, enfin, ça aurait pu être raconté par quelqu'un qui parle dans un moment de police. Voilà. Okay, il y a une autre question là. Oui, moi pour un petit peu débroussailler dans le foisonnement de questions. Est-ce que tu peux approcher ton micro, parce que tu as une voix qui porte, certes, mais ta voix qui porte ne rentre pas dans l'enregistrement et ce serait dommage qu'on n'entende pas tes remarques. Oui, alors en fait, dans ce foisonnement de questions que tu te poses, on peut déjà débroussailler en se disant que toute forme d'art est contraire à toute forme de censure. C'est des opposés. C'est impossible de prendre les choses autrement, quelle que soit la façon dont on prend le problème. En effet, je pense que, je sais pas si c'est vrai que tu connais bien le problématique de l'art, puisque, tu dessines et donc et tu dessines notamment sur du sexe, donc c'est des choses que tu as sûrement dû réfléchir. 40 ans de réflexion sur ce sujet. Voilà, c'est impossible de voir les choses autrement. Il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir de l'autre côté ? Moi, je pense. Ok, il y avait beaucoup de questions et du coup, la réponse, elle ne sera pas sur une question en particulier puisque je ne me souviens plus de la structure et l'intitulé de chacune de ces questions. Mais je trouve pour éviter. Je trouve qu'il y a certaines formes d'art qui sont peut-être plus propices que d'autres qui facilitent, en tout cas, je vais y arriver, qui sont plus propices dans le sens où elles posent peut-être autant de questionnements, mais ont peut-être moins de problèmes pour régler ces questionnements. Je vais prendre un exemple tout bête. Si on part de la scène de cinéma qui engage des acteurs qui sont consentants, même si c'est leur job, mais qui engagent des véritables humains, entre guillemets, ou une pièce de théâtre, pareil, à un livre qui est écrit, qui engage des personnages totalement fictifs, ou à un dessin. L'avantage du format artistique où le personnage est totalement fictif, sans aucune accroche dans le réel,
est peut-être dans l'impact moins important de ce personnage dans la société. Un livre où toute forme artistique extrêmement figurative, c'est pas le bon terme. Explicite non, avec un personnage totalement fictif, voilà. D'accord. Fictionnel. Oui, fictionnel. Après, un personnage de pièce de théâtre est aussi fictif, mais ce que je veux dire, il est quand même joué par une personne réelle. Le personnage du livre, c'est une suite de mots dans un livre. Et c'est de cette fictivité-là dont j'ai envie de parler. Même s'il peut avoir un impact énorme sur le lecteur, lui-même, il est fictif. Et il permet peut-être de régler des questionnements sociétals sur la perception de ce personnage. Parce que quand le personnage qu'on perçoit est ancré dans le réel, peut-être que montrer des scènes choquantes et extrêmes, peut-être que ça marche mieux, mais aussi peut-être que ça se fait plus se poser, ça rend les questions plus compliquées à répondre que si c'est un personnage totalement fictif, parce qu'on sent peut-être pas vraiment... J'ai envie de dire moins impacté, même si c'est faux, j'ai du mal à transmettre le pensée, je suis désolé. Oui, non, moi je pense qu'on a bien compris. C'est toi qui imagines, en fait. On a tout à fait compris, il y a juste un petit problème de micro qui fait zon. C'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole, mais on avait bien compris l'idée. Donc il y a d'autres personnes qui veulent parler après. J'aimerais qu'on revienne par contre, donc parler de ce que vous avez à dire, mais pour les personnes qui interviennent après, j'aimerais bien qu'on reprenne le focus sur une artiste féminine. Doit-elle être féministe ? Parce que là, c'est vrai que ce qu'on a dit, c'est très, très intéressant, mais c'est un contexte un peu plus général. Je crois que Solène, c'était un peu aussi ta question. Parce que c'est son cas. Est-ce qu'une artiste féminine doit être féministe, en tous les cas, être dans les codes et parler d'une scène de viol? Est-ce que t'es femme et tu fais une scène de viol, d'où, quoi, comment, qu'est-ce, quoi? Je résume un peu ce que tu as dit, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus? Il y avait déjà d'autres questions là, d'autres réactions en effet. Et bien, je vais essayer d'être modeste. Je fais de l'art, je fais beaucoup en street art. Et je traite beaucoup, de tout, mais il y a beaucoup des choses qui viennent de traumatisme, que je ne règle pas dans ma sexualité, respirez bien, mais que je traite à travers mon art. Et j'ai eu des réflexions étonnamment de femmes extrêmement virulentes, justement, le fait d'exorciser, je pense, et de faire passer des messages sur des œuvres artistiques comme des collages ou des installations sont là pour dénoncer des choses ou justement exorciser une douleur ou quelque chose. Et les femmes, moi en tout cas, j'ai eu plus de commentaires de femmes qui étaient très violents en me traitant d'antiféministe, plus que tu aides justement à passer ce cap, comment soigner des douleurs, comment soigner des choses de la société qui sont compliquées. Et j'ai été extrêmement choquée. Vous savez, c'est un peu ces connasses au boulot qui vous font s'habiller comme une salope juste parce qu'elles sont jalouses. Mais c'est le même principe. Je dis, quel mec a dit c'est vrai? C'est moi. Non mais c'est vrai. Non mais j'ai été très choquée parce que je le fais pas. Moi je le fais. Je me prétends pas artiste comme tu peux l'être parce que j'écris pas. Il y a pas un message profond derrière. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour traiter de choses vécues de mes proches ou de moi-même. Et la femme en tant qu'artiste là-dedans, dès que ça enclenche la sexualité ou des problèmes liés à la sexualité ou tout ce qui est lié à l'agression, je trouve qu'on a une image de non-crédibilité assez aberrante alors qu'on est les premières en ligne de mire, quoi. Voilà. J'étais un peu révoltée. C'était ma révolte du soir. Ça manque de sororité. Mais après, on a aussi le droit, en tant que femme, faut pas déconner, on peut traiter de fantasmes. J'ai des fantasmes que je condamnerais dans la vraie vie, comme dans des photos, par exemple, de réalité, qui sont des trucs de photojournalisme, qui sont des choses très importantes pour dénoncer des faits. Maintenant, mes fantasmes m'appartiennent qu'à moi, et mes plaisirs ne sont
que les miens. Donc j'ai le droit aussi de gérer ça à ma façon, sans être jugée par la moitié de la Terre, quoi. Il y a d'autres gens qui veulent réagir, je crois. Bon, d'abord, j'ai... Il a pris le micro avant. Allez-y. Bon, d'abord, j'ai surtout hâte de voir la pièce, parce que sans voir la pièce, c'est un petit peu dur de réagir. Donc, effectivement, en écoutant ton intervention, j'ai surtout pensé à ce qui avait été fait avant. Et pour moi, la question qui m'est venue, bon, je suis désolé, c'est peut-être un peu générationnel, mais je me posais la question de est-ce que le fait d'être une femme est si important que ça ? Je pensais par exemple à Sade. Sade, il a passé la moitié de sa vie en prison, ici en plus à la Bastille, pour le même genre de thème. Finalement, Sade, si on y réfléchit aujourd'hui, il n'a absolument aucun impact politiquement sur notre société actuelle. La plupart des gens sont complètement anti-sadiens. Aujourd'hui, je vois plein de jeunes filles, moins à Paris, ou peut-être plus en banlieue ou en province, qui se revendiquent très religieuses, et donc qui sont totalement anti-sadiennes. Et à l'inverse, j'ai envie de dire, la personne qui a eu le plus d'impact politique aujourd'hui, c'est certainement une autrice féminine, quoi, Histoire d'eau. Je veux dire, 90% des choses qu'on fait aujourd'hui, on le doit à Histoire d'eau, quoi. C'est elle qui a codifié la plupart des trucs dans le BDSM. Ça vient directement de ça, quoi. Ça vient directement de ce roman des années 70. Donc, est-ce que... moi, j'ai l'impression que quand on est une femme, on peut vraiment se mettre dans cette lignée et se dire, ok, ça a été fait par une femme. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit là, honnêtement, à 90%, ça vient pas de ça, ça vient d'Histoire d'eau. Ensuite, sur l'aspect artistique, ça m'a fait penser à un truc, mais j'ai racheté, il n'y a pas très longtemps, la BD de Milo Manara, Déclic, que j'avais lu quand j'étais adolescent, que j'adore. Et je l'ai racheté, et en fait, il y a une petite préface où il dit, en fait, j'ai dû enlever une planche, parce que cette planche, aujourd'hui, elle passerait pas. Et je me sens pas de la refaire. Je pense que c'était un truc qui était probablement zoophile. Il a comme laissé une ou deux planches qui sont un petit peu comme ça. Et donc je pense que quand on est un artiste, il y a aussi une société qui évolue, des choses qu'on prend à certains moments et qu'on a peut-être plus de mal à défendre. Et je suis désolé, je provoque un petit peu, mais est-ce que c'est vraiment une question d'être femme ou garçon ? Moi, je me pose un petit peu la question, quoi. Je pense que quand on est un artiste, ça transcende un peu ce genre de truc. Il y a quelqu'un qui veut réagir, je crois, au fond, qui n'a pas eu le micro. Elle s'est fait passer au-dessus. Donc, par inadvertance. Voilà, donc voilà. Pas de souci. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ouais, je sais. Mais dans cette question de est-ce que une artiste féminine doit être féministe, je dirais, je vois pas pourquoi une artiste féminine aurait davantage d'obligations en fait qu'un artiste masculin. Je vois pas pourquoi on se forcerait à se rajouter une charge mentale alors que dans la vie, une artiste féminine a déjà davantage de charge mentale pour être financée, pour être publiée, pour ne pas se faire harceler si elle est très visible publiquement. Et je dirais que c'est plus une question de responsabilité de l'artiste et de réflexion de la part de l'artiste de se questionner sur ce qu'il produit, à quel point ça va être dans des genres... Enfin, est-ce que ça va être ultra normé ? Est-ce qu'on va avoir des représentations ultra clichés qu'on a vues 50 000 fois auparavant, de couples hétérosexuels blancs par exemple, ou est-ce qu'on va avoir des choses qui sont différentes et qui justement questionnent ces normes ? Et donc voilà, ce serait mon avis. Et par exemple, il y a eu la question de la représentation du viol qui a été évoquée. Si on se penche un peu sur l'histoire de l'art, le viol, ça a été largement présent dans l'histoire de l'art. Enfin, c'est pas non plus si tabou que ça. Ça a été, le verrou de Fragonard. Il y a eu des questions de à quel point c'était consenti, à quel point c'était en fait une agression sexuelle. Toutes les peintures de Suzanne Aubin observées par les vieillards, qui est un épisode de la Bible qui a été représenté dans des tableaux à gogo. Dans la pop culture, ça s'est infusé de partout. Donc en vrai, je dirais que c'est plus une réflexion de comment on le fait et à quel point on le fait bien, à quel point on se questionne dessus. Et après, c'est vrai que quand on est artiste et qu'on qu'on publie son art et qu'on le rend public, on s'expose aussi à avoir des retours. Et il y a des artistes qui vont être très provoques et ils vont mettre des choses provoques.
Et soit ils jouent sur l'image, soit ils en ont conscience, c'est leur marque de fabrique, soit on a des artistes qui vont plutôt chercher à déconstruire ça, et donc après ça va être plutôt une question de positionnement de l'artiste, je dirais. Merci. Alors tu disais, parce que là on n'a pas entendu. C'était quand on pense à ce gros pervers de Zeus qui se manifestait en genre plus il dort parce que les meufs sont vénales et qui en signe pour se taper les meufs. Ouais, grave. La mythologie grecque est sympa à ce niveau-là, c'est clair. Mais la plupart de l'histoire des mythes, etc., se sent pas. L'histoire en général. Voilà. Mais non, avant de passer la parole à mon cher ami qui est là, qui avait le micro en tous les cas, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que maintenant, par exemple, s'il y a une scène de viol, peut-être qu'au début de l'œuvre ou d'une façon ou d'une autre, ça va être explicité, il y aura un petit trigger warning, comme on dit, attention, quand vous rentrez là pour regarder cette œuvre-là, c'est susceptible de choquer, voilà, peut-être ces choses-là. Je crois qu'il y avait encore d'autres réactions dans le public. C'était la même chose. Je voudrais peut-être juste faire une réaction, peut-être, voilà. En fait, moi, je suis tombée par hasard sur Anne Rice à 20 ans, sur les infortunes de La Belle au Bois dormant. Et oui, on parle beaucoup des Belles au Bois dormant. Et ben, en fait, Anne Rice, avant qu'elle fasse ses trucs sur les vampires, elle a fait une trilogie érotique, justement, où La Belle au Bois dormant, et ben, c'est une esclave. Et vraiment, bah, elle prend cher, quoi, grave. Et je suis tombée dessus par hasard, et en fait. Mon petit copain de l'époque adorait Anne Rice parce qu'il adorait le truc des vampires, etc. Et donc il est tombé sur le troisième tome des Infortunes de La Belle au Bois dormant. Et moi je dormais beaucoup, donc c'est pour ça qu'il s'est dit je vais t'offrir ça, Belle au Bois dormant. Et c'est pas du tout que c'était érotique, voire même très très explicite, quoi. Et je suis tombée direct sur le troisième tome que j'ai beaucoup aimé, etc. Et que ça m'a tout émoustillé. Et clairement, il y a plein de scènes de viol dans tous les sens, mais à chaque fois, il y a toujours des éléments qui font comprendre qu'en fait, ils prennent du plaisir, en fait. Donc, à chaque fois, tu comprends que les gens, ils n'ont pas le choix, mais ils prennent du plaisir. Donc, quand j'ai voulu racheter le premier tome, et ben là, il y avait un disclaimer pour dire attention, attention à ce que vous allez lire, quoi, en fait. Alors qu'à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas, 25 ans, il n'y avait pas ce disclaimer. Donc on voit bien que, voilà. Et un autre truc aussi qui m'étonne des fois, on parle beaucoup de viol, c'est pas bien de montrer du viol, mais vous avez vu ce qu'on voit à la télé, tous ces morts, en fait. On voit plein de morts dans tous les sens. Voilà, quoi. Et les violences, il y en a plein, quoi, en fait. Donc pourquoi, je pose cette question-là parce que je dis pas que c'est bien le viol. Moi personnellement j'ai un fantasme du viol, donc moi ça m'excite quand je vois des scènes de viol, en fait. Je suis désolée, chacun ses fantasmes, quoi, et on les contrôle pas. Et moi c'est depuis toute petite, à 12 ans, fantasme de viol, c'est commencé comme ça, donc voilà. Mais voilà, et puis si c'est mon fantasme, si c'est mon plaisir, en fait, pour moi, c'est ça, être féministe, c'est voir l'égalité, et voir l'égalité, c'est voir la liberté, et la liberté d'être qui je suis, de prendre du plaisir sexuel que j'aime, et puis voilà, quoi, en fait. Donc, et on contrôle pas ses fantasmes, quoi. Donc, tant qu'on fait de mal à personne, pourquoi pas ? Et en effet, quand c'est dans un bouquin, quand c'est écrit, oui, en effet, peut-être que maintenant il faut expliquer aux gens que le viol c'est pas bien, parce qu'il faut croire qu'avant, faut croire que les gens ils savaient pas que c'était pas bien. Ils s'en foutaient. Voilà, donc pourquoi pas se faire un disclaimer. Mais en fait, souvent dans les bouquins érotiques, quand il y a des scènes de viol, souvent en fait c'est non, je veux pas. Et en fait, elles sont super excitées. Et en fait, c'est parce qu'elles disent qu'elles veulent pas, parce qu'elles veulent pas qu'on sache qu'elles ont bien voulu, parce que le reste de la société, elles auraient mal jugé, etc. Voilà. Et ils auraient été des salopes, etc. Moi, c'est dans les bouquins que j'ai lus, c'était souvent ça en fait, l'imaginaire qu'il y avait derrière. Donc voilà, mais après voilà, chacun ses fantasmes. Il y a quelqu'un qui voulait réagir avant ? Alors oui, justement, merci tes propos parce que c'est justement ce que j'allais aborder. Chacun ses fantasmes, chacun sa manière de voir les choses. Et je pense, alors je suis un homme donc je peux pas me mettre à la place des femmes sur ce sujet-là, mais aussi chacun sa vision. Plus proche de ton micro parce que plus sinon proche, comme ça c'est bien. Ouais. Ok. Je suis un homme, je répète un peu ce que je dis, je suis un homme, je ne suis pas une femme, je peux pas forcément me mettre à votre place, mais je pense qu'il y a aussi chacun sa propre vision du féminisme. Et dans ce sens-là, si montrer que ma soumission ou la soumission que je souhaite imposer peut-être à la personne en face de moi, c'est quelque chose qui m'attire et qui, même si ça se rattache à des valeurs patriarcales ou autres,
c'est quelque chose qui me fait du bien. Je pense que c'est une manière d'exprimer son féminisme par le fait de tout simplement s'exprimer soi, prendre la liberté qu'offre aussi le féminisme de dire ce qu'on veut, dire ce qu'on pense et le mettre en scène sans que une personne qui n'a pas notre expérience de vie, n'a pas notre vécu ni nos envies, ne puisse dire c'est complètement contre-courant ce que tu fais et ça ne marche pas. D'ailleurs, la plupart des artistes dans l'histoire ont toujours été, les artistes qui sont restés ont été à contre-courant en montrant des choses que les gens ne voulaient pas forcément voir. Voilà. Ok. Moi, j'aurais une question à poser à Solène maintenant. Déjà, donc la plaidoirie d'une soumise, le retour. J'espère que c'est pour bientôt la deuxième pièce. Mais du coup, c'était juste une blague. Mais du coup, maintenant que t'as entendu les critiques qu'on t'avait fait, que le diffuseur te demandait de rajouter un avertissement et finalement t'as pas voulu, est-ce que tu te sens plus conforté dans tes idées parce que là t'as posé plein de questions, mais j'imagine que t'as déjà des réponses à ces questions. Est-ce que tu te sens plus conforté dans ton idée de dire non, je mettrai pas d'avertissement pour la scène de la vente aux esclaves avant, disant que la soumise qu'on vend là elle est consentante ou est-ce que tu es encore un peu dans l'indécision, pas de faire ça, mais éventuellement s'il y a une suite, je sais pas s'il y a une suite, mais si tu avais à réécrire l'histoire, et voilà, est-ce que ça... En fait, pour moi, la question elle est tranchée dans le sens où je mettrais pas forcément d'avertissement ou... tout d'abord parce que la pièce est interdite moins de 18 ans, donc ça annonce quand même quelque chose. Mais c'est aussi la forme particulière de la pièce parce que ça se base sur une histoire vraie et c'est un procès. Et en fait, le cœur même d'un procès, c'est qu'on ne sait pas. En fait, on a des preuves qui sont montrées devant nous et en fait, rien n'est sûr. Et donc, c'est normal que le public doute. En fait, il y a des personnes qui vont dire que la scène de la vente aux esclaves, par exemple, c'est du proxénétisme. Il y en a d'autres qui vont pas le voir de cette manière-là. Et dans le plaidoirie d'une soumise, j'ai pas cherché à prendre forcément parti. Donc, en fait, si je mets un warning ou si je mets une explication, pour moi, c'est troubler le cœur même de la pièce puisque c'est un procès. Enfin, je sais pas si c'est clair. Oui, je suis pas clair, mais. Okay. Qui veut réagir, il y a des micros là. Il y a des micros, donc c'est merveilleux. Alors, je suis désolé, du coup, je vais pas parler du cas de la pièce parce que j'ai pas eu l'occasion de la voir. Mais du coup, plus de manière générale dans les formes d'art. Je trouve ça intéressant, ça m'atteint pas personnellement, mais je trouve ça intéressant de mettre avant de commencer une œuvre artistique ou de voir une œuvre artistique, d'avoir la possibilité d'avoir des trigger warnings sur de quoi va porter l'œuvre. Pas forcément une explication de pourquoi, pas forcément tout le monde est consentant dedans, vous inquiétez pas. Mais juste pour savoir si je suis dans un état mental correct pour que cette œuvre ne me traumatise pas. Par exemple, si je repense au film de tout à l'heure avec une scène très impactante, une fois que l'œuvre est commencée, je trouverais ça dommage de mettre des avertissements dans l'œuvre parce que ça gâcherait, ça perturberait le désir artistique derrière de ce qu'on veut montrer. Mais pour savoir si j'ai la capacité de pouvoir observer cette œuvre, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de trigger. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une question qui s'est posée particulièrement pour Avignon, parce que du coup, pour le coup, la pièce s'exporte vraiment dans le tout public. Et donc, en fait, il a fallu trancher pour le programme, déjà d'annoncer l'interdiction à moins de 18 ans ou pas. Donc ça, bon, évidemment, on a décidé de le faire. Et en fait, on a beaucoup débattu sur le fait que, en fait, il était possible de mettre des trigger warnings justement par rapport à la présence en fait de torture, de violence et de présence de sang dans la pièce. Et donc on a beaucoup débattu et on a décidé finalement de pas mettre ce warning parce que en fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le titre de la pièce et le résumé, le synopsis
explicite dans le fait que on va parler de BDSM et que c'est propre à ça. Et aussi parce qu'en fait, encore une fois, on s'est dit que si on le mettait, ça venait contrecarrer le sens du spectacle qui est un procès. Et tout le but de la pièce, c'est d'annoncer justement que c'était pas de la barbarie, de la violence, mais du plaisir. Et donc en fait, si on mettait ce warning-là, on avait l'impression de contrecarrer un peu le but du spectacle, qui était de laisser au public le fait de juger si c'était de la violence ou pas, quoi. Mais oui, je suis complètement d'accord. Mais ouais. Oui, alors moi je voulais faire une remarque justement sur le disclaimer. On arrive pile au moment où le disclaimer est en train de se transformer et va devenir une annonce en fait, croustillante. Voilà. Ça fait rire, mais c'est vrai. C'est vrai. Merci pour cette intervention. Ah, une autre intervention ? Juste, en fait, je m'écarte, mais en fait, je reviens dessus, donc c'est lié. Ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, je trouve qu'il y a une espèce de puritanisme poussé à l'extrême. Moi, je l'ai remarqué dans les œuvres artistiques, surtout érotiques, ou poussées justement un peu BDSM ou truc. C'est, si on montre quelque chose, c'est vous l'avez jamais vécu, comment vous vous permettez d'en rire ou d'en jouer. Ou à l'opposé, c'est vous avez vécu un traumatisme. Ce n'est pas un moyen de régler vos problèmes. Je ne parle même pas d'actes sexuels, je parle juste de représentation artistique. Ce qui, je trouve, pose un gros problème pour l'art, parce que l'art n'existe que pour être perçu et analysé par chaque individu individuellement. Enfin, personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est chacun y vit la vie. Il y a des gens qui peuvent voir des choses qui n'y voient aucune violence, et d'autres qui en voient, et ça force la réflexion. Donc je trouve qu'il y a une espèce de faux procès qui se crée maintenant, de juger un artiste, par exemple, je pourrais dire toi, enfin je te tutoie, mais genre tu fais machin, un truc de vente aux esclaves, de viol, mais pour qui tu te prends, est-ce que tu sais au moins ce que ça fait? Enfin, c'est le genre de truc qu'on pourrait avoir de nos jours, je trouve, parce que les gens sont très dans le jugement et n'arrivent pas à prendre la distance nécessaire pour mettre en perspective une démarche artistique qui renvoie à une démarche de réflexion qui est propre à chacun, qu'on ne peut pas imposer de toute façon à son voisin. Je ne suis pas très claire toujours, si. Si, on arrive à suivre. On est au taquet, pas de souci. Alors je vais rebondir sur ce que tu dis en disant plus un, comme on dit. Peut-être pour un truc plus général, je crois qu'aujourd'hui, c'est... je me place de mon expérience, je crois qu'aujourd'hui, c'est la société de la pensée facile. De la pensée rapide et de la pensée facile. Donc ce que tu viens de dire, c'est il y a une scène de vente aux esclaves dans ta pièce, de quoi tu te permets? Voilà, j'ai pris 20 secondes de mon temps, mon cerveau a pris 20 secondes de mon temps, et j'ai fait une phrase automatique qui m'a été enseignée ou inculquée par mon groupe, etc., etc. C'est vraiment la pensée automatique, donc c'est très bien de mettre des blancs, et une extrême d'un côté ou de l'autre, etc., mais tout en pensée automatique. Et je vais en profiter pour parler de l'émission Pulsion, où en fait dans nos discussions, pas forcément aujourd'hui, mais dans nos discussions, on essaye de dire, mais en fait tout est possible, c'est plein de subtilités. La sexualité par elle-même, c'est de la subtilité, parce que si on y réfléchit, la sexualité, on va dire génitale, c'est un bout de viande dans un bout de viande, point. Le débat, il est terminé en 4 secondes. Et pourquoi? Vous savez, la 93e émission qu'on fait, à chaque fois 2 heures, plus vous avez déjà discuté, parce qu'il y a toutes les subtilités, etc. Et donc on est dans la pensée automatique, dans la pensée facile, en 3 mots, c'est sûr que... Les gens peuvent scroller pendant 45 minutes, voire 6 heures de pleine nuit sur Instagram, et pas prendre 10 minutes pour se renseigner sur une pratique qui peut être tout à fait saine et faite en plein consentement. Oui, on peut dire la même chose du Covid. Je suis spécialiste du Covid. Après, c'était quoi? Je sais plus, tous les trucs qui a eu lieu après, la crise financière, etc. Donc, Solène, je suis désolé, j'ai compris, dans ta pièce, il y avait une scène de... Il n'y a pas que ça, ça c'est juste un petit passage, une scène de vente aux esclaves. Donc, c'était quoi ta phrase? Qui es-tu pour te permettre, ou je sais pas quoi, voilà. Et j'ai fini ma pensée, et je t'ai mis des injonctions, et je suis tout puissant parce que j'ai fait des injonctions. Voilà. Je vais m'arrêter avec mon cheval de bataille de la pensée facile. La bien-pensance que tout le monde soi-disant doit avoir. Tant que c'est facile, ça va. Je crois qu'on a bien là, non? Solène, tu veux conclure ou pas? Ou t'as encore des questions? T'as encore des questions? Non, merci beaucoup en tout cas de partager vos avis. Ok. Merci Solène. C'était vraiment très intéressant. Et voilà, merci.
Et ben voilà, c'est l'heure de nous quitter. Oh non, et on va aller en soirée latino apparemment. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés, voire supportés durant cette soirée. Donc bonsoir toute l'équipe, bonsoir Solène. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Dange. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Bonsoir Chloé. Je les ai dressés pour qu'ils pensent à me dire bonsoir. Et donc bonsoir à vous chers auditeurs et auditrices et surtout bonsoir public et au mois prochain si on n'est pas viré. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être restés jusqu'au bout.